Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Every day, thousands of cyber attacks target critical systems. Intelligence agencies need to find hidden threats fast. At GDIT, we apply AI to accelerate detection and slash response time from 8 days to just 22 seconds. When your mission is national security, speed matters. GDIT brings what matters into focus with AI. See how we're driving results for this mission and more at gdit.com/AI. Bonjour tout le monde, bienvenue à Un peu crime dans ton café, le podcast où on jase de crime en prenant un bon café entre amis. Je serai votre animatrice Audrey et aujourd'hui, bien installée dans notre nouveau studio, je suis avec ma partner, celle que vous aimez et que vous aviez hâte d'entendre, Catherine! Comment ça va? C'est moi! Je sais pas si vous m'aimez, vous aviez hâte de m'entendre, mais c'est très gentil, merci beaucoup! Ben oui, j'avais hâte de t'entendre parce qu'aujourd'hui, on poursuit notre série sur les Dubois. Aujourd'hui, on finit notre série sur les Dubois. Oh my god, j'espère que vous êtes bien installés, que vous avez votre snack préféré. C'est le gros finish, c'est la méga finale, c'est comme dans Fast Le and season Furious finale. Quand ils s'envolent dans le ciel avec leurs autos. Wow! C'est aussi intense que ça. Comme dans Grease, quand ils s'envolent dans le ciel avec l'auto. Oh oui, je voulais pas... Hey, c'est vrai ça, j'avais même pas pensé, c'est pareil comme ça, effectivement. Pareil. We go together like... C'est ça. T'as dit que Michel aimait ça quand on chantait, fait que faut qu'on chante. Pas sûr qu'elle aime ça quand on chante avec à moitié le cœur dedans, une tonne de Grease, mais c'est moi qu'elle va aimer ça quand même. Bonjour Michel. Merci de nous Hello, écouter, on je t'aime. chante pour toi. Oui. Alors, Ok. avant Ah oui. qu'on se garoche dans la grosse finale de la saison... J'aurais peut-être dû accepter un autre café finalement. Ben non, ça va être bon. ASMR de ronflage. Oui. Catherine fait une sieste avant de commencer un power nap. Oui, désolée. On va vous recommander un café avant de commencer et de se pitcher dans ce dernier installment des Frères Dubois. Alors, le café qu'on vous recommande aujourd'hui, c'était une recommandation de Maude, qui nous recommande de Géogène Pop, qui est un café traditionnel en accord avec le lait. Alors, je vous lis sa description. L'idée derrière ce café est de plaire au plus grand nombre. Parfait pour un espresso traditionnel, pensé pour un café sur le pouce, en bon format et à base de lait. Les origines choisies pour ce café ont une amertume naturelle et les grains sont torréfiés un peu plus longtemps pour que le mariage avec le lait soit idéal. Alors si vous êtes comme Catherine et que vous aimez votre café avec beaucoup de lait, je crois qu'on est adrette dans votre talle. J'aime mon lait avec un peu de café. Exactement. Alors, c'est un café de la région de Cerrado Minero. Une variété, c'est un catuai jaune. J'adore le catuai. Alors, on est en plein dedans. Un procédé naturel et selon les notes de dégustation, c'est chocolat noir, beurre de noix et onctueux, qui est un zeugme parce que c'est une énumération, ça ne fonctionne pas, chantante Mégane. On aime toujours ça quand il y a des zeugmes dans les notes de dégustation de café. Oui. J'aime qu'on chante tout le monde qu'on connaît. On chante tous nos chums! Yes, sir! Alors, je vous répète, le café qu'on vous recommande cette semaine, c'est le Pop par Géogène, une recommandation de Maude. Merci beaucoup, Maude, pour ta recommandation. Et si vous aussi, vous aimeriez nous recommander un café à essayer, n'hésitez pas à le faire. Vous pouvez le faire en message privé sur les réseaux sociaux ou par courriel. On vous en parle plus à la fin de cet épisode. Alors, Catherine, je me tais. Le plancher est à toi. Bonjour les petits amis. Aujourd'hui, je vais vous raconter mon dernier épisode sur le clan Dubois,
Et je dois dire d'entrée de jeu que là, Audrey, elle le sait, on a enregistré le dernier épisode il y a 2 minutes et pour vous, il y a 2 semaines. Et vous savez que je suis un petit peu in a mood et que j'ai un petit peu de struggle de santé mentale ces temps-ci, mettons. Mettons que je trouve que tout est difficile, que la vie de podcaster c'est difficile, et que les commentaires sur les réseaux sociaux c'est difficile, et que je me demande si je fais une bonne job. Fait que je vais essayer encore une fois de faire la meilleure job possible pour vous raconter cette histoire. Je vais essayer aussi de mettre du pep dans mon step. Ça va être full bon, Parce moi que j'ai 100% confiance. C'est important. Je pense que c'est intéressant. Je pense que c'est bon, mais aussi c'est une histoire qui m'a troublée et touchée d'une manière que j'anticipais pas, parce que j'étais déjà très familière avec Donald Lavoie. Parce que toi pis moi, on est allé voir Crépuscule Pointuel. Il y a de cela, ça fait au moins 2 ans. Ça fait un bout que c'est sorti. Oui, on avait été le voir au cinéma. Ouais. Et une chance qu'il y avait personne dans la salle, parce que tout le monde est gossante. Ben, je sais 100%. Vous le savez aussi, chers auditeurs, chères auditrices. Si on vous nous est voyez gossants. entrer dans une salle de cinéma, vous allez pas avoir du fun. Vous allez avoir beaucoup de fun. On n'a aucun respect pour le 7e art et on fait juste jaser pendant qu'on regarde des films. Mais puis... sachez que c'est parce qu'il y avait personne dans la salle. Là, Oui. S'il y avait des gens, on est capable de se tenir. Oui. Mais donc, tout ça pour dire que j'étais déjà familière avec l'histoire de Donald Lavoie, qui est une des personnes les plus importantes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donald Lavoie, je l'ai déjà mentionné dans mes épisodes précédents. Il était tueur à gages à la solde du clan du Bois pendant les années 70. Ça commence aux années 60, un petit peu avant ça. En tout cas, il a été tueur à gages pour eux pendant très longtemps. Mais l'affaire, c'est que j'ai constaté rapidement dans mes recherches sur Donald Lavoie qu'il y avait peut-être quelque chose au niveau de la tonalité du film Crépuscule pour un tueur qui était un petit peu à côté de la plaque et qui avait un petit peu manqué l'espèce de drame humain qu'est la vie de Donald Lavoie. Fait que ça m'a... Je sais pas, j'étais peut-être déjà fragile émotionnellement, mais ça m'a vraiment bouleversée de faire cette recherche. Fait qu'aujourd'hui, on va boucler la boucle du clan du Bois, fait que je vais vous raconter la fin du clan. Là, avant, je vous vois venir, le monde, avec vos grands sabots, je vous vois venir! Il y a encore des gens qui sont liés au clan du Bois, qui sont encore en vie. Le clan du Bois a pas vraiment eu de fin, dans le sens où il a continué d'exister sous d'autres manières après que le clan du Bois n'existait plus officiellement, mais comme, laissez-moi vous prendre par la main et vous traîner sur ce beau chemin qu'est les dernières années du clan du Bois. Moi, je suis prête. Ça va? J'ai ma bouteille d'eau. Mes sources, j'ai un livre surtout. J'ai lu L'histoire du crime organisé de Pierre de Champlain. C'est en 2 tomes, c'est vraiment très intéressant. Puis il y avait plein de choses consacrées à plein d'autres criminels, mais c'est ma source principale pour ça. Surtout, c'est ça, il y a un chapitre, le premier chapitre du 2e tome est consacré à la fin du clan du Bois et à Donald Lavoie puis son implication dans ça. Sinon, il y avait un documentaire qui a été fait par Alain Stanquier dans les années 80 à propos de Donald Lavoie et aussi une entrevue qu'il a fait à l'émission de la CBC de Fifth Estate en 1982, ça a été 2 de mes sources, et à part de ça, une pléthore d'articles qui datent de l'époque, grâce auxquels j'ai pu retracer certains des membres du clan du Bois pendant les événements que je vais vous relater ici, mais surtout par la suite, parce que je suis toujours intéressée à voir ce que les gens deviennent après. Dans le après de leur existence. Le after. Alors, pour faire commencer par un petit récapitulatif, quand notre histoire commence ici, on est après on est après la commission d'enquête sur le crime organisé. Fait que Sur la viande dégueulasse. Sur la viande dégueulasse. Fait que dans mes épisodes précédents sur le clan du Bois, je vous ai raconté la montée du clan du Bois, d'abord. Ensuite, je vous ai raconté le clan du Bois contre le clan McSween, qui était l'époque où les Dubois ont vraiment pris le contrôle d'une grosse partie, surtout du trafic de drogue à Montréal, mais aussi des raquettes de protection des clubs de nuit. Et dans le 3e épisode consacré au clan du Bois, je vous ai parlé de la SECO, la commission d'enquête sur le crime organisé, qui a eu plusieurs phases et qui a surtout aidé à mettre en lumière pour le public, parce que les forces de l'ordre étaient déjà au courant, mais le fait que la criminalité à Montréal avait la main mise sur
plein de choses qui auraient pas été suspectées par le public. Comme justement, la mafia était responsable d'un gros trafic de viande avariée qui faisait passer pour de la viande qui était propre à la consommation humaine. Ils étaient en charge des hot dogs à l'Expo 67. Exactement, il était en charge de toutes les hot dogs à l'Expo 67. Il y avait aussi une compagnie qui faisait de la viande à pizza qui était possédée par... le démon. Pas par le démon, par Vic Cotroni. Hey, tu parles de... Il s'appelait l'œuf, ok? C'était pas le démon, son surnom. Mais, donc c'est ça, il y avait tout ce scandale sur la viande avariée, mais aussi, les projets de la SECO, ça a aidé à mettre en lumière l'implication du clan du bois dans le crime organisé et la dangerosité du clan du bois, ce qui n'était pas quelque chose que le public était au courant avant ça. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler de la fin du clan du bois et les répercussions de la SECO, mais surtout d'un homme qui s'appelait Donald Lavoie, qui s'appelle encore de même. Spoiler alert, il meurt pas! Il va jamais mourir! Alors, Donald Lavoie, il naît le 21 mai 1942 au Saguenay. Et il grandit à Chicoutimi avec sa famille. Il a un père qui, selon sa sœur Christine, elle disait ça dans le documentaire d'Alain Stanquet, était quasi incestueux, et ça m'a fait peur et ça m'a levé le cœur, fait que j'ai pas creusé plus loin. Mais donc, il grandit avec son père, sa mère, qui, selon sa sœur Christine encore, n'aimait pas les enfants. Il avait aussi un frère et 2 sœurs, et lui, c'est le plus jeune des 4. Et quand il a 6 ans, ses parents se séparent et décident qu'ils veulent plus s'occuper de leurs enfants, alors ils dompent leurs 4 enfants dans un orphelinat. Ce que je pensais pas qu'il y était quelque chose que tu pouvais faire. J'ai changé d'idée, j'en veux plus. Bye. Apparemment, dès les années 40, ça se faisait. Fait qu'ils dompent leurs enfants dans des orphelinats. Et là, à partir de ça, ben, Donald Lavoie, son rêve, bien sûr, c'est de sortir des institutions. Mais tu sais, se faire placer en institution à cet âge-là, ça a comme des grosses répercussions, mettons, sur la manière dont tu vas grandir. Puis lui, il grandit pas vraiment dans le bon chemin à cause de ça. Mettons qu'il y a des problèmes de comportement. Il a tendance à être bagarreur. Il est pas particulièrement assidu à l'école, même s'il est un bon élève, selon plusieurs profs. C'est un gars intelligent, Donald Lavoie. Fait qu'il se fait placer dans 4 institutions différentes avant d'avoir l'âge de 16 ans. Il dit par la suite qu'il a été visité souvent par sa mère pendant qu'il était en institution, mais jamais par son père. Ce à quoi sa sœur Christine a répondu que c'était pas vrai ça non plus. En fait, sa mère se préoccupait pas plus de leur bien-être que son père. Il est peut-être venu les voir 2-3 fois dans les comme quasiment 10 ans qu'ils ont passé dans des institutions. Fait que il y a un contexte familial particulier. Sa mère, à un moment donné, les enfants Lavoie ont été placés pour adoption, puis sa mère a refusé l'adoption de ses enfants en disant qu'un jour elle allait venir les récupérer, mais c'est jamais devenu le cas. Fait qu'il aurait pu avoir une vie très différente, mais il y avait un contexte familial qui les a pas tant aidés. Fait que, à travers tout ça, il est quand même un gars intelligent, comme je vous l'ai dit. Il dit qu'il a sauté une classe une fois. Fait qu'il a sauté une année, dans le temps où c'était encore possible de sauter des années. Mais il y avait des gros problèmes de comportement. Il se décrivait lui-même comme un enfant sauvage, puis lui, sa mission dans la cour d'école, c'était battre les bullies, ce qui est quand même une bonne mission dans une cour d'école. Continue comme ça. Puis, malgré ça, il dit que sa vie était remplie des pires choses qui soient, et que c'est ça qui a prédéterminé son avenir. Au secondaire, il développe un amour pour la musique. Il rêve pendant un moment de faire des études et aussi de devenir prêtre, mais sa vie va devenir complètement différente, parce qu'il va sombrer rapidement dans la criminalité. Quand il est ado, la première fois qu'il commet un crime, en fait, c'est un vol qu'il fait, il me semble dans un dépanneur. C'était pour obtenir de l'argent pour pouvoir se payer un billet d'autobus pour aller à Montréal rejoindre sa mère. Sa mère était partie à Montréal, avait refait sa vie avec un autre homme. Fait que Donald Lavoie vole l'argent pour pouvoir s'acheter un billet de bus. Il se ramasse à Montréal et sa mère lui dit qu'elle ne veut pas de lui et elle le ship dans un établissement pour jeunes délinquants qui s'appelle le Mont-Saint-Antoine. Lavoie en ressort 2 ans plus tard avec un diplôme de mécano. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il va se faire une place dans le milieu de la criminalité à Montréal. Hey, ça part rough! Ça part rough en maudit. Puis justement, j'ai beaucoup de citations de Donald Lavoie parce que justement, il a donné plusieurs entrevues. Puis la manière dont il parle de sa vie, je trouvais qu'il était assez intéressante. Puis il y avait un regard assez lucide sur ce qui est arrivé, puis commence à jouer un rôle dans ce qui est devenu. Fait que Donald Lavoie dit concernant son enfance: « Je ne pense pas qu'un autre enfant pourrait accepter non plus, à moins que on ne réagit pas tous de la même façon. En tout cas, moi, je ne l'ai jamais accepté, ce qui m'est arrivé. Je ne veux pas dire qu'une enfance malheureuse destine forcément au crime, mais je sais que ça a joué particulièrement dans mon cas. » Donc, il entre dans la petite criminalité et bien vite, il rencontre un gars qui s'appelle Claude Dubois.
Claude Dubois est le bras droit de Claude Dubois, ce que je trouve qui est complètement niaiseux. Non! Claude Dubois. C'est tellement mélangeant. Non! Ok, C'est ça, j'étais comme... Oh, non, C'était-tu un alias? non, c'est pas un alias. Puis Claude Dubois, il est là jusqu'à la freaking fin de cette histoire. Puis à toutes les fois, j'étais comme... Donc, Pour toi, un autre nom, Donald Lavoie rencontre On va Claude... t'appeler Betty. D'accord, c'est bon ça, on va l'appeler Betty. Donc, Donald Lavoie rencontre Claude Dubois, alias Betty. 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 Et Betty est le bras droit de Claude Dubois, qui est le chef du clan Dubois. C'est un des frères du milieu, pour ceux qui n'ont pas écouté les premiers épisodes. Mais comme, allez écouter les autres épisodes. Oui, vous allez être mettez ça sur mêlés. pause, puis Vous allez revenez. être mêlés. Bon. On s'en va en nulle part. L'épisode va encore être disponible. Fait que, bien... On n'est pas Netflix. Non, on n'est pas Netflix. On n'est pas Netflix, on va pas juste enlever des titres sans avertir personne. En faisant que moi, ça fait longtemps que tu t'en es pas servi. On peut le jeter, hein? Quoi? Non! C'est Non. mon emotional support émission. Oui! Alors, j'espère qu'on est le emotional support émission de certaines personnes. Oui, aux commentaires qu'on reçoit, ça peut aider avec ton slum. Merci. On a reçu du Vous êtes mon emotional support podcast. Je suis dans un slump. C'est comme quand Michael Scott, il curse parce qu'il a frappé Meredith avec son auto. Oui. C'est ça. Je suis dans un slump. Faut juste Catherine que je a sorte frappé de mon personne slump. avec son auto. Non, 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 non. Que ça soit clair entre nous autres. I'm in a slump. Ok, mais quand même. Donc, il rencontre bien vite Claude Dubois par l'entremise de Betty. Oh, je pense qu'on va l'appeler Claude Dubois parce que je pense que les gens vont pogner les nerfs. Ok, parfait. Donc, il se fait rapidement recruter par Claude Dubois parce que, ben, Donald Lavoie, il est prêt à faire pas mal n'importe quoi, tu sais, pour se trouver Une place. une place, une famille. Lui-même dit qu'il trouvait sa famille à travers la criminalité. Puis Claude Dubois, c'est devenu comme son mentor puis une figure paternelle pour lui. Il y avait quelques années de plus que Donald Lavoie, pas tant que ça, gros max 10 ans, mais c'était quand même comme c'est le grand frère qu'il aurait toujours voulu avoir. Fait qu'il dit que pour rentrer dans le clan Dubois, il fallait faire ses preuves. Comme ça, tu montres que tu veux faire partie de l'équipe. Puis faire ses preuves, pour eux, c'était montrer que tu étais prêt à tuer. Puis lui, Donald Lavoie, qui était prêt à tuer, il se fait remarquer parce qu'il est rapide sur la gâchette. C'est un véritable Lucky Luke du tuage à gage. Et Tuage à gage. le tuage à gage. Puis il dit que c'est qu'il était sans doute, on le sait ça, un des tueurs à gages les plus prolifiques, si on peut appeler ça comme ça. C'est lui qui a fait le plus de victimes. Et à Alain Stanquet, dans son documentaire, il raconte que pour lui, c'était pas quelque chose qui était particulièrement compliqué ou difficile, parce que boire et se droguer, ça faisait partie de son quotidien. Fait qu'il y avait ça qui jouait à engourdir Ouais. la part d'humanité qui aurait pu l'empêcher de commettre des choses comme ça, mais c'est même pas l'appât du gain, c'est l'appât de l'appartenance puis l'appât de la famille qui l'amène à comme entrer dans ce monde-là. Ben, ça, puis je veux dire, si tu viens d'une famille où est-ce que comme t'as pas vraiment reçu d'affection ou quoi que ce soit, je pense que c'est un peu difficile d'avoir de l'empathie. Ça peut, mais j'ai pas l'impression que Donald Lavoie est quelqu'un qui manque d'empathie. C'est plus complexe que ça. C'est pas pour rien que ça m'a tiré dans un slump, là. Tu vas voir quand on arrive à la fin de cette histoire, c'est... Mais je suis pas certaine, mais ça se peut. Je vais te laisser. Ça se peut qu'il y ait ça. Donald Lavoie, il développe rapidement sa méthode pour tuer des gens, qui le rend un tueur vraiment très, très redoutable. Lui-même dit que c'est Claude Dubois qui lui a enseigné ça, mais tu sais, ça devient son affaire à lui, trademark. Il faut tirer dans le corps pour ralentir, après ça, tirer dans la tête, puis après ça, traquer le meurtre dans les journaux. Parce que très rapidement, la police va être sur le cas, puis là, tu vas voir ce qui se dit, puis tu vas pouvoir gager s'ils sont proches de te pogner ou non. Et Donald Lavoie était excellent pour justement commettre des assassinats pour le compte du clan Dubois et ne jamais laisser de témoins. Puis c'est pas parce qu'il tuait tout le monde, c'est juste parce qu'il s'y prenait bien puis il y avait pas de témoins qui restaient. Il y avait des témoins des fois, puis c'est ça justement qui a mené à un exil qu'il a eu au début des années 70. Fait que je vous rappelle ça, j'en ai parlé dans un autre épisode, mais je vais vous le raconter encore. En 1971, Donald Lavoie a approché un propriétaire d'une taverne qui s'appelait Laurier Gatien, c'est le propriétaire de la taverne de Montréal, qui s'appelait juste la taverne Montréal, bon. Et il l'avertit, parce que c'était Donald puis son frère, ils l'avertissent. Donald va voir Laurier Gatien et lui dit qu'il doit payer sa protection, parce que Laurier Gatien avait refusé de payer sa protection auprès du clan Dubois. Fait que le clan Dubois envoie Donald pour l'avertir, il dit « Faut que tu payes ta protection, sinon, attention à toi », lis les journaux demain matin. Et
Le soir même, ils sont allés à l'établissement juste à côté, Donald et son frère, et ont tué Louis Fournier et Robert Beaupré, qui étaient le propriétaire, puis me semble l'organiste, le gars qui jouait de l'orgue. Oh non! Ou du piano. Ouais! Du Café Jean-Loup Le qui était juste à pianoman! côté. Le pianoman! Ça finit mal! Ça finissait très mal, cette version du pianoman. Je l'aime pas celle-là. Mais là, le problème, c'est que quand il a tué Louis Fournier puis Robert Beaupré, il y avait des témoins. Et rapidement, Donald Lavoie, il a été identifié. Et la police s'est mise à le chercher. Fait que Donald s'est sauvé à New York. Et il s'est caché là pendant 1 an. Il a été interpellé par la police de New York à un moment donné parce qu'il a braqué une arme en direction d'un policier, ce qui montre le guts d'un homme blanc. Ouais, on ne fait pas ça, monsieur. Et là, quand ça s'est arrivé, ben, le SPECUM, le service de police de la communauté urbaine de Montréal, l'a rapatrié. Il y a eu un procès en 1972 pour le meurtre des gens du Café Jean-Loup. Il a été acquitté. Et ça, c'est ça qui a solidifié sa réputation de véritable dur à cuire. Une fois, il était passé proche de se faire pogner. Il s'est fait pogner, il est allé en procès, puis ils n'ont même pas réussi à l'envoyer en prison. Mais tu as dit qu'il y avait des témoins. Je sais. Ben, ils l'ont pas envoyé en prison pour autant. Je sais pas, il a été acquitté. Il y a des beaux cheveux. Ben, je sais pas... Il n'y avait pas tant des beaux cheveux non plus. Là. Je veux dire, t'as vu de quoi il avait l'air Donald Lavoie. Mais c'est ça. Fait que c'est ça qui solidifie sa réputation de vrai tough et aussi vrai professionnel en tant que tueur à gages, dans sa capacité à tuer efficacement, mais aussi à laisser une scène de crime qui était clean. Spick and span. Ah-ha! Lui, en travaillant pour le clan Dubois, il a l'impression de faire partie d'un gang très proche. Il adule Claude Dubois. Et il se dira plus tard insensible face au meurtre qu'il a commis. Il expliquera que pour lui, c'était pas très difficile parce qu'il exécutait tout simplement les ordres que Claude Dubois lui disait. Il a raconté dans son entrevue à la CBC, à une journaliste qui était complètement baffled par ce qu'il disait, je vais vous raconter ça plus à la fin, mais que le premier meurtre est difficile, le deuxième est plus facile, puis le troisième encore plus facile, parce que c'est tellement facile de prendre la vie d'un homme. Il le faisait pour le pouvoir, et surtout pour le respect que ça générait chez les autres autour de lui, surtout le respect de Claude Dubois. Monsieur, ceci est la commande à l'auto du Tim Hortons. Excusez, j'ai pas pu me retenir. It's so easy to take a man's life. Ok, mais c'était combien de Timbits? J'ai dit 6 parties, puis 6 glacés à l'ancienne, ok? C'est pas compliqué. Oui, monsieur, vous pouvez continuer. On tire dans le corps, on tire dans la tête. Il est gratuit, votre Tim glacé. Je veux une petite pompe de sirop caramel, s'il te plaît. Bon. Fait que, It's on me. ok. 1975, par contre. Le vent tourne. Whoosh! Parce que... Wake up, babe, Seco just dropped. C'était la commission d'enquête contre le crime organisé en 1975 commence à s'occuper du crime organisé pour de vrai, parce que dans les premières années de la Seco, il faisait du gros tatouinage, puis ça avait comme pas beaucoup de bon sens, puis il y avait pas vraiment les cojones du juge qui a pris la Seco à partir de ce moment-là, mais donc, en 1975, il commence à vraiment exposer les membres du crime organisé, et ils vont même appeler des membres du clan Dubois à venir comparaître. Claude Dubois comparaît en 1976, son frère Raymond aussi, et les deux ne disent pas grand-chose de pertinent et essaient de comme déjouer les questions au point où ils sont trouvés coupables de « outarde au tribunal ». Fait que, pour eux autres... J'aimerais vraiment qu'il y ait un klaxon. Ouais. Outarde au criminel! Outarde au criminel. Mais au tribunal, j'ai de la misère à le dire. On sait plus parler. Donc, Claude Dubois est trouvé coupable de outrage au tribunal. Je dis encore ma blague. Mais, puis, pour lui, c'est quelque chose de vraiment très, très dramatique. Ok, mettons, la mafia, là, il était super brazen, puis ils sont allés là-bas, puis ils étaient comme « Mafia! Never heard of it! Qu'est-ce que c'est ça, la mafia? J'ai jamais entendu ce mot. » Mais pour les Dubois, la Seco, c'était... Ça a instigé une panique particulière, parce que pour eux, la clé, c'était d'opérer dans l'ombre. Moins il y avait de gens qui savaient il était qui, mieux leur business se portait. Comme la toune de Rasmus. Oh, le whiplash de nostalgie. The shadows. Ben, donc, pour eux, c'était vraiment important, surtout pour Claude Dubois, qui était vraiment
control freak. Et c'était très important de contrôler tous les aspects de sa business et de contrôler son image médiatique, puis il voulait opérer dans l'ombre le plus possible et ne jamais faire parler d'eux. C'est pour ça que justement il avait payé un ancien journaliste qui s'appelle Claude Jodoin, un autre Claude, qui pour devenir un journaliste, je sais, pour devenir un avocat, pardon, ils ont payé ses études en droit pour qu'il puisse devenir leur avocat. Je vais en reparler plus tard. Mais donc, la SECO a exposé les membres du clan Dubois au public et a aussi engendré la mise sur pied d'une escouade anti-gang en 1977 qui l'escouade s'est établie dans une ancienne école désaffectée de l'Est de Montréal. OK. Ce qui est une bonne place pour mettre ça, j'imagine. C'était erroné par par des tirs. le capitaine Julien Giguère. Enfin, pas un Claude. Non, pas un Claude. Fait que le capitaine Julien Giguère, lui, J'aime ça, Julien Giguère. Julien Giguère, il menait son escouade avec une poignée de fer dans un gant de velours. Et là, c'était la première fois où la police a commencé à faire des choses comme de l'écoute électronique, de l'infiltration. Et là, il y avait vraiment une escouade qui était assignée à toute la criminalité organisée en général, 24 heures sur 24, toute l'année au complet. Pas juste les détectives de quartier quand ils ont rien d'autre à faire. Alors, Claude Dubois, dans ce contexte-là, vire complètement parano et est convaincu que tout le monde complote contre lui. C'était un petit peu le cas. On l'avoue, ouais. C'était un petit peu justifié sa paranoïa. Mais je veux dire, si tu veux pas avoir cette impression-là, t'as juste à pas lancer une business familiale de crime organisé, Claude. Mais bon, en tout cas... Tu peux juste devenir barbier. Mais si ça te tente, ou chanteur, j'aurais voulu être un artiste. Il fallait. Parce que, je vais vous en reparler à la fin, là, mais Claude Dubois, là. Bon, OK. Alors, Claude Dubois est vraiment parano et il veut maintenant tester la loyauté de ses proches dans l'organisation et c'est pourquoi il approche Donald Lavoie et lui demande de se débarrasser d'un élément qui est devenu pas mal problématique dans son réseau, qui est Carl Lavoie, le frère de Donald. Son unique frère! Parce qu'il y avait 2 sœurs et un frère, Carl. Puis là, Donald Lavoie qui dit « It's so easy to take a man's life. But not my brother. But not my brother. » Non, pour vrai. Donald Lavoie, pour la première fois, s'est fait demander de tuer quelqu'un qu'il connaissait. Puis ça, c'est comme une limite qui se trace dans sa tête. Fait qu'il refuse. C'est la première fois qu'il refuse de faire quelque chose que Claude Dubois lui ordonne de faire. Et Claude Dubois est, pour citer mon grand Isaac de 3 ans, un petit peu fauché. Oh. Alors, le samedi 22 novembre 1980, il y a le film qui joue dans ma tête. Ma mère a 21 ans. J'étais genre, pourquoi j'ai écrit ça? Parce que c'était la fête de ma mère! Oui. Oh, ma mère avait 21 ans. Et c'était aussi le mariage de Michel Dubois, le frère de Claude Dubois, qui est un lieutenant de Claude Dubois. Ça va? Oui. Fait que je vois la scène du film dans ma tête. C'est la grosse noce. Oui, c'est ça, c'est la grosse noce. Ça se déroule dans un hôtel vraiment super huppé. Ça s'appelle le Quality Inn sur la rue Sherbrooke-Est. C'est quoi? C'est une blague. Mais donc, j'ai assisté à un mariage au Comfort Inn à Boucherville, à côté du Ikea, puis les photos de mariage, je vois l'autoroute en arrière. OK. Écoute, on a les budgets qu'on a. Je sais, mais tu peux aller faire ton... Tant qu'à y être, là, tu peux aller faire ton shooting de mode... Ton shooting de mariage sur le bord de l'autoroute, littéralement sur le bord d'un champ, puis on verra pas l'autoroute. Ben c'est ça, on a juste à faire un petit... C'est ça. Ben donc, Quality Inn de rue Sherbrooke. Et là, c'est la grosse noce, sa noce pour le mariage de Michel Dubois. Puis là, Donald Lavoie, il est un peu chaud, mais il est pas si chaud que ça. Mais tout le monde pense qu'il est ben sous. Mais ça, c'est mal connaître Donald Lavoie, qui a tué assez de monde pour savoir que, comme une balle en tête, ça arrive assez vite quand tu fais pas attention à ce qui se passe autour de toi, puis que tu te rentres dans ce milieu-là. Là. Puis que t'as refusé de tuer ton frère. Ben aussi. Fait qu'il s'en va aux toilettes, puis en passant à côté des vestiaires, il surprend une conversation entre Claude Dubois puis un autre dude. Et Dubois demande à l'autre dude quand est-ce que ça va être le temps de passer Donald. De tuer Donald Lavoie. Fait que Donald Lavoie, il va aux toilettes, puis comme « J'ai sûrement pas entendu ça ». C'est mon grand chum, Claude, il ferait jamais une affaire comme ça. Il retourne à la réception, puis là, tout à coup, il se rend compte que l'ambiance est comme un petit peu en train de changer, puis que les femmes commencent à quitter la pièce. Apparemment, la culture dans le milieu veut que, quand t'es sur le point de tuer quelqu'un, dans un lieu public, tu fais sortir les femmes avant, parce que les femmes devraient pas avoir à être témoins de ça. Comme c'est galant, d'une certaine manière. Ah, merci. Donald Lavoie, sur ma belle robe. Donald Lavoie, il est conscient de cette règle non écrite. Fait qu'il se doute qu'il y a quelque chose qui se prépare.
Puis ce qui va vraiment venir sonner la cloche, là, c'est quand Michel Dubois l'approche pour lui dire « Hey, Donald, ton coat s'est fait voler au vestiaire. » Mais comme il savait que son coat était pas au vestiaire, fait qu'il pense que c'est parce pas de manteau, j'ai jamais froid. Non, J'ai mais pas froid aux yeux. il savait que c'était juste un subterfuge, fait qu'il se sauve. Puis là, les gars du clan du bois le pourchassent. En courant de manière élégante. En courant de manière très élégante dans le film. Et il réussit à se sortir de l'hôtel en se pitchant dans une chute à linge. Et il reste caché dans un bac de linge pendant comme longtemps, jusqu'à ce qu'il soit capable de comme sortir de l'hôtel, jusqu'à ce qu'il ait l'impression que c'est sécuritaire de partir. Fait que le lendemain, Donald Lavoie, qui est un petit peu une bitter bitch, décide de passer un coup de fil au dos des Dubois qui a essayé de le passer pour lui transmettre un message. Fait que tu diras à Claude Dubois que je compte me venger. Je l'accepte comme vraiment pas. C'est genre, on n'est plus tight. Non. Je pensais que t'étais goat, mais t'es juste salty. Exactement. Fait qu'après ça, il contacte un autre gars, puis il est comme allô, je suis vraiment salty de Claude Dubois. Toi, Jean Tremblay, est-ce que t'as du beef avec Claude Dubois? Et Jean Tremblay lui dit bien sûr que j'ai du beef avec Claude Dubois. Squash. Non, mais oui. Non. Mais c'est parce que, tu sais, dans le milieu, je veux dire, c'était dangereux de rater leur coup et de pas réussir à tuer Donald Lavoie, parce que Donald Lavoie savait qui détestait les Dubois. Fait qu'il a décidé de s'allier avec un autre gars qui s'appelait Jean Tremblay, qui avait du beef aussi. Puis les deux ont décidé qu'ils allaient se venger, puis pour ça, ça leur prenait des armes. Fait que Lavoie savait que le gang de Dubois était armé jusqu'aux dents. Puis, grâce à ses nombreuses relations dans le milieu interlope, Donald Lavoie a réussi à se procurer très rapidement plusieurs armes. Il les a stashées dans son appartement à Chambly, mais il les a pas stashées là longtemps parce que la police était sur son cas et l'écoutait dans ses conversations depuis longtemps anyway. Fait qu'il était au courant des intentions meurtrières de Donald Lavoie à l'égard du clan Dubois. Fait que le 30 novembre, fait qu'on est mais en même temps, c'était l'intention du clan Dubois, fait qu'il y a pas un petit peu la police. Oui, mais comme la police veut pas que le monde se tue. se tue, on vous demanderait de ne pas faire ça. S'il vous plaît, ne pas, ok? C'est pas comme ça qu'on règle des conflits, ok? Donc, le 30 novembre, les policiers perquisitionnent l'appartement de Donald Lavoie et saisissent tout un arsenal d'armes disparates. Lavoie est accusé de possession illégale d'armes à feu et il est remis en liberté en attendant de comparaître devant le juge. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant comme choix et il en profite pour se sauver à Saint-Alphonse de Rodriguez, proche de Joliette, où est-ce qu'il y avait un chalet. Pardon? Attends, je vais faire semblant d'être surprise. Ah, il est pas resté sur place, mais coudonc! Non! Mais voyons donc. Alors, il se sauve à Saint-Alphonse de Rodriguez, proche de Joliette. Saint-Alphonse de Rodriguez! C'est beau, hein? Et pendant qu'il est staché là-bas, avec Jean Tremblay, oui, il fomente un kidnapping d'employés de banque. Apparemment, un kidnapping d'employés de banque était le genre d'affaire qui arrivait à toutes les 2 minutes dans le temps. Sérieusement. Okay. C'était comme une catégorie à part de crime. Les employés de banque qui venaient avec leur petit kit de survie. Là. Ben, j'ai ma valise. On peut y aller. Il jase avec Jean Tremblay. Jean Tremblay est comme, OK, on va recruter mon frère Paul, puis 2 autres personnes. Puis on va aller kidnapper un comptable de banque. Jean Tremblay connaît un gars qui s'appelle Thomas Prucha, je sais pas si c'est francophone ou anglophone, j'ai pas compris, qui est comptable à la Banque canadienne impériale de commerce de Longueuil. Alors, le soir du 7 décembre 1980, Jean Tremblay, Donald Lavoie et la gang se dirigent vers le logement de Thomas Prucha qui est sur la rue Côte-Sainte-Catherine à Montréal. Prucha, il est pas là quand il ouvre la porte, mais sa femme est là, puis sa belle-mère est aussi dans l'appartement. Alors, les gars rentrent, ils les prennent en otage en disant « On va attendre ce sympathique Thomas. » Vous allez être nos otages en attendant. Quand Thomas arrive, vous allez être nos otages en attendant. Et ils décident de ligoter tout le monde et les amènent, toute la gang, les 3, vers une chambre d'hôtel qui est dans l'hôtel Wandlin sur la rue Sherbrooke-Ouest. On pas aller au Quality Inn, j'ai pas compris c'était quoi. Bon. Et on là, le lendemain matin, Tremblay, son frère, puis les 2 autres personnes random s'en vont à la banque pendant que Donald Lavoie est responsable de surveiller la belle-mère et la femme qui sont ligotées dans la chambre d'hôtel jusqu'à temps que il y ait la confirmation par téléphone que le comptable Thomas Prucha a réussi à aller à la banque et à vider le coffre-fort. Il réussit pas à vider le coffre-fort, mais il s'en tire avec 135 000 $. On crache pas là-dessus. On crache pas là-dessus. Et à la fin, tout le monde est libéré sain et sauf. Là, l'affaire, c'est qu'il y a encore de l'écoute électronique. Personne n'a catché ce bout-là.
Fait que la police lit ça très, très rapidement à Donald Lavoie et à Jean Tremblay. Et le 23 décembre, pendant qu'on chante la toune de Beau Dommage, le SPCUM débarque au chalet de Saint-Alphonse de Rodriguez pour arrêter... Noël, lâche les balles! 23 décembre, joyeux Noël, Donald Lavoie. Salut Jean Tremblay, on se reverra pas au pénitencier. Bon, mais donc, ils s'en vont, le 23 décembre, ils débarquent au chalet pour arrêter Donald Lavoie. Il y a des hélicoptères qui arrivent, c'est comme ça qu'il est alerté, en fait, il voit un hélicoptère qui le survole, puis c'est écrit « Police » en dessous de l'hélicoptère, puis il est comme « Ah! » Ça me dit quelque chose. Le SWAT débarque, il se rend immédiatement, Donald Lavoie, Jean Tremblay aussi. Donald Lavoie est amené au quartier général de la police, rue Bon Secours. Là-bas, il est interrogé par un sergent détective au vol qualifié du SPCOM qui avait déjà enquêté sur lui et qui s'appelle Jocelyn Dextrose. Je te connais, toi. C'est tout un nom, Jocelyn Dextrose. Et là, Jocelyn Dextrose croise Donald Lavoie là-bas et il lui dit « T'es pas tanné de vivre comme ça, Donald? Hein? Hein? Et ça, apparemment, ça le fait réfléchir. Moi, je pense qu'il y a bien d'autres affaires avant qu'ils l'ont fait réfléchir, puis c'est un petit peu un raccourci dans les articles que j'ai lus, là, mais c'est sûrement d'autres affaires qui se passaient. Fait que Lavoie passe Noël tout seul, en prison, à remettre en question tous ses choix de vie. Et l'affaire, c'est que, comme, ça peut avoir l'air con à dire, mais ça y a fait vraiment de la peine que Claude Dubois essaye de le faire tuer. Ben là... Il dit... C'était son BFF. Donald a dit par rapport à ça, ça a été pour moi la débandade moralement. J'ai été trahi au plus profond de moi-même. Fait que le 26 décembre, il demande à parler encore au sergent détective Jocelyn Dextrose et il lui fait une demande. Il lui dit « Je peux te raconter ce que je sais, mais je veux de la protection pour ma femme et mes filles. » Il y avait 2 filles. Jocelyn Dextrose lui dit « On va les protéger, puis on va te protéger toi. Raconte-nous tout ce que tu sais. » Et c'est lorsque Donald Lavoie est passé de l'autre bord que ça a inauguré une nouvelle ère dans le monde criminel de Montréal. L'ère des délateurs ou des témoins repentis. Et il y a beaucoup de gens qui ont joint le clan des témoins repentis par la suite. Donc, un des frères Provençal, il y avait un clan à Montréal qui était le clan Provençal, c'était 2 frères Provençal, il y en a un des 2 qui a viré de bord, Bernard Provençal. Il y a Claude Jodoin, justement, le journaliste viré avocat dont je vous ai parlé tantôt et dont je vais vous reparler bientôt, ainsi que Réal Simard, qui était un des lieutenants du clan Cotroni-Violi, et Yves Trudeau, qui était dans les Hells Angels, entre autres. Fait que tout ça, tous ces gens-là ont décidé de virer leur capot de bord, pas leur chapeau, leur capot. Veste. Leur veste de bord. Mais virer leur capot de bord, c'est pas quelque chose, ça? Je sais pas. Moi, c'est virer sa veste. Fait qu'ils ont tous décidé de devenir des témoins repentis. Virez ce que vous voulez, là. Après, pas. Après Donald Lavoie. This back to school, hear your teen say something you never thought possible. Thanks, Ma. Come to your Boost store and take home iPhone 15 with its amazing camera and all-day battery for only $99.99. Perfect for back to school. Thanks, Ma. You won't get tired of hearing it. Visit your nearest Boost store. Requires ID verification, port in and activation on $60 per month plan and $35 device setup fee. Taxes extra. Fait que Donald Lavoie reçoit une immunité judiciaire complète pour son témoignage et il leur raconte tout ce qu'il sait. Tout. Pendant ce temps-là, le clan Dubois sait que Donald a été arrêté. L'avocat du clan Dubois, c'était Frank Choufi. Oh, il est de retour! Frank Choufi, qui est déjà apparu dans plusieurs épisodes de notre merveilleux podcast. Dont le vol du cœur du frère André. Et aussi celui de Richard, le cas de Richard Blas. Richard Blas, c'est l'avocat de Richard Blas. C'est ça. Et c'était l'avocat de beaucoup de gens. Fait que oui. Lui, il est dans son bureau, puis là, il se fait appeler par les Dubois, puis il est comme « Ceux qui s'en rappellent pas ou qui seraient pas à jour, c'est un avocat qui tripait sur Elvis et qui s'habillait comme Elvis. Mm-hmm. Puis qui est mort dans des circonstances louches. Oui, très étrange. Donc, Frank Choufi, il se fait appeler par le clan Dubois, il se fait dire « Ok, il paraît que Donald a été arrêté, tu vas avoir un appel incessamment pour aller, tu sais, être ton avocat. » Oh, Donald est arrêté! Oh mon chocolat! Oh, 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 oh. Puis après ça, il a chanté Jailhouse Rock. Que je serais pas capable de chanter, oui. C'est pas... Fait pas partie de mes tunes d'Elvis. Mais donc, il s'attend à avoir un appel de Donald Lavoie, mais l'appel n'arrive pas.
Fait que là, un jour, il se présente au palais de justice parce qu'il est comme, OK, Donald, yo! Donald est censé comparaître dans le box des accusés, tu sais, c'est sa comparution. Mais Donald comparait pas. Fait qu'il réussit finalement à jaser avec la voix en se pointant directement au quartier général de la police. Et c'est là qu'il apprend que Donald Lavoie a viré délateur. Alors il fait le message à Claude Dubois. Et là, Donald Lavoie est confié aux bons soins du sergent détective Richard McGuinness, qui va devenir son contrôleur. Un contrôleur, c'est celui qui agit comme intermédiaire entre le témoin repenti et les différentes instances de la justice. Fait que c'est à lui que Lavoie fait des demandes, puis le contrôleur, lui, il s'occupe de les acheminer aux personnes responsables, puis de relayer tout ce qu'il raconte et tout. Puis Richard McGuinness va devenir le grand chum de Donald Lavoie par la suite. Donald Lavoie s'assoit avec les policiers une première fois et il parle pendant 18 heures d'affilée. Au final, son premier témoignage à Donald Lavoie, à la police, ça dure 5 ou 6 jours, du matin jusqu'au milieu de la nuit. Il y avait énormément de choses à raconter. Il avoue 15 meurtres. Il avoue avoir participé à 34 autres sur une période de 12 ans. Et il révèle aussi des informations cruciales à propos de 80 autres meurtres irrésolus, dont plusieurs de personnes innocentes qui étaient au mauvais endroit au mauvais moment. Tout ça, tous ces crimes-là, dont il confesse l'existence à la police, c'était tous des crimes qui étaient liés au clan Dubois. Tout sous le prétexte d'étendre l'empire de drogue du clan Dubois. Fait que Donald Lavoie, justement, on en parlait tantôt, quand il raconte toutes ces affaires-là à Richard McGuinness, il pleure beaucoup. Ça paraît que c'est vraiment très difficile pour lui de raconter tout ça. Il montre beaucoup de remords. Et c'est clair que il fait pas ça de gaieté de cœur, de devenir un délateur. Ça a été dur pour lui de se faire trahir par son grand chum. C'est weird, c'est tout un autre système de valeurs et tout. Mais pour vrai, Claude Dubois, lui, il pensait que c'était comme son père, là, tu sais. Puis il l'a trahi. Puis tout ce qu'il a fait pour Claude Dubois, soudainement, ça a beaucoup moins de sens. Puis il raconte tout ce qui s'est passé, puis il aide la police énormément. Puis c'est pour ça, justement, que Richard McGuinness finit par devenir son grand chum. Je vais vous en reparler un peu plus tard. Fait que, le 7 janvier 1982, il y a quand même le procès pour l'enlèvement de Thomas Prucha, le comptable de la banque, et Lavoie a l'immunité pour tous les crimes qu'il confesse à la police, mais pas pour celui-là. Parce que celui-là, c'est celui pour lequel ils l'ont arrêté. Fait que Jean Tremblay, lui, est trouvé coupable, le complice de Lavoie. Il est condamné à 20 ans pour enlèvement et 7 ans pour extorsion, qui est une peine très lourde pour l'époque et pour le crime. Fait que c'est vraiment une peine exemplaire qu'on veut essayer de mettre sur lui. Parce que, justement, apparemment, ça arrivait à toutes les 2 minutes, là, des gérants de banque de se faire... Mais, je veux dire, travailler dans une banque ces années-là, c'est genre la pire job, là. Il y avait des hold-ups sans arrêt, des enlèvements, Le monde qui avait ce job-là, il avait pas froid aux yeux. Non, vraiment pas. Il était en danger très souvent, mais... Oui. Donc, Donald Lavoie, lui, il a pas de procès parce qu'il plaide coupable. Fait qu'il est condamné à 8 ans de prison. Puis pour sa sécurité, ben, au lieu d'aller en population générale, au lieu d'aller dans n'importe quelle prison, il sert sa sentence au 4e étage du centre de prévention Partenay, qui est apparemment un espace réservé pour les délateurs. Ça l'était avant, puis je pense que maintenant, ça l'est plus. Je suis pas certaine de ça. Mais dans le temps, le gros building de la SQ, là, sur Partenay, c'est ça. C'est là qui gardait, justement, ces personnes-là qui étaient trop jugées comme étant en danger pour être gardées dans une prison normale. Oui, parce que les Dubois, je suis sûre qu'ils ont du monde en dedans, là. Ouais. Fait que... Il y en a beaucoup, y compris des membres des frères Dubois, là. Il y en avait qui étaient en prison à ce moment-là. Oui, fait qu'ils l'attendaient, là. C'est ça. Fait que Donald Lavoie peut pas être dans la population générale. Il peut pas sortir non plus pour sa sécurité. Fait qu'il y a un arrangement carcéral particulier. Il y a une cellule de 25 pieds par 30 pieds, qui est assez grande, tu sais, avec une salle de bain privée. Il y a une télé, puis il y a un téléphone. Apparemment, il passe son temps en prison à lire, et il suit aussi des cours de philo et de sciences politiques à distance avec l'Université Laval. Ça, c'est quand il n'est pas appelé à témoigner dans les procès de différents membres du crime organisé qu'il a délaté. Là, le clan Dubois est au courant qu'il y a tout ça qui se passe. Fait que sa tête est mise à prix. Le prix pour la tête de Donald Dubois. Combien? On est en 1982, on s'en rappelle. En 1980, en fait. OK. 1 million. OK, oui.
Très beaucoup. OK, et là, je dois spécifier que, selon plusieurs personnes, la délation, c'est un sujet chaud. Il y a beaucoup de gens qui se questionnent sur les motivations des délateurs et surtout sur la fiabilité des confessions, surtout quand ils peuvent recevoir de l'argent de la police en échange des informations et tout. Pourtant, selon Julien Giguère, le capitaine Julien Giguère, qui était le directeur de l'escouade anti-gang à l'époque, c'est une pratique qui était nécessaire parce que le crime organisé, c'est un milieu criminel qui est vraiment particulier où les groupes sont tissés serrés. Puis souvent, ça va prendre des délateurs qui acceptent de parler de ce qui se passe en dedans pour amener les policiers à avoir des preuves nécessaires pour pouvoir faire incarcérer des lieutenants, des pions, des kingpins, etc. Parce que souvent, ils vont faire de l'écoute électronique, ils vont avoir des idées de ce qui se passe, mais ils n'auront pas les preuves. Parce que justement, les tueurs à gages pour le crime organisé font des scènes de crime qui sont clean, puis tu sais, les témoins manquent, ou les témoins ont peur, veulent pas se manifester, tu sais. Fait que ça prend des délateurs, absolument. Peu importe à quel point le monde peut avoir des doutes sur la qualité de leur témoignage, mettons. Ce qui m'amène, à la chute de Claude Dubois. Leur virage de bord de Donald Lavoie, c'est l'épisode qui signale la fin du clan Dubois. Où était-ce bien le cas? Point d'interrogatoire. D'abord, Claude Dubois. Quand Claude Dubois apprend que Lavoie a viré sa veste de bord, Claude Dubois capote son esti de vie. Il sait que ses jours sont comptés, et lui, sa première réaction, c'était « Oh mon Dieu, on va essayer de passer Claude Lavoie en dedans. » Donald Lavoie. Pardon, excuse-moi, Donald Lavoie. Il y a Comment trop de Claude. Oui. Il y a trop de Claude dans cette histoire-là. Mais comment tu passes s'il y a sa cellule privée puis tout ça, un policier sale? Non, même pas. Okay. Fait que, OK, il fait appel à tous ses membres pour amasser le plus d'infos possible sur Donald Lavoie. Il veut surtout savoir qu'est-ce que Donald Lavoie a dit pour savoir en quelle mesure il serait capable de se défendre de ces accusations-là quand il va arriver en procès. Parce qu'il sait à ce moment-là que c'est comme inévitable. Fait qu'il met la main sur des enregistrements de déposition pendant l'enquête préliminaire sur Jean Tremblay. Puis, il constate rapidement que Donald Lavoie est un témoin vraiment crédible parce qu'il s'en tient à raconter la vérité. Fait qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, il n'y a rien pantoute que Claude Dubois est capable de réfuter dans ce que Lavoie raconte. Toute la vérité. Il dit toute la vérité. Fait que là, on se rappelle, Donald, il a été arrêté juste avant Noël en 80, le 17 janvier 81, fait que 2 semaines et demie après. Claude Dubois se sauve aux États-Unis avec sa femme Madeleine puis un de ses lieutenants, Alain Charon. Et là, quand il est probablement en Floride avec toutes les snowbirds, il trouve qu'il n'a plus vraiment de sens à sa vie. La vie est si plate et quand je suis pas des gens. Et surtout, il comprend que la fuite est inutile. Parce que, je veux dire, il est quand même un kingpin. Peu importe où est-ce qu'il est, là, je veux dire, la police aux States, ils vont le ramasser puis ils vont le shipper au Canada. Ouais, il sait c'est qui. Oui, c'est ça. Fait qu'il décide de revenir à Montréal. Ta photo, bébé. Ouais. Il décide de revenir à Montréal 3 semaines plus tard et il a encore en tête... à Montréal, ma valise pleine d'argent sale. Oh! C'était RBO quand il avait fait le spécial de fin d'année. Oh! Oui, absolument. Je rentre à Montréal, la valise pleine d'argent sale. C'est merveilleux. Donc, il revient à Montréal et là, il a en tête, justement, de tuer Donald Lavoie plutôt que d'avoir à l'affronter en cours. Fait qu'il envoie du monde pour faire du repérage au palais de justice. Et il apprend que Donald Lavoie est toujours transporté dans la même voiture et que la dite voiture est laissée sans surveillance dans le sous-sol du palais de justice pendant que Donald Lavoie est en train de témoigner. Non. Alors, il demande à ses lieutenants de mettre un car bomb, mais ça passe pas au conseil parce que, son frère Adrien Dubois, surnommé le portefeuille, c'est pas pertinent, mais ça m'a toujours fait rire, ça. Fait que le portefeuille, qui est le plus jeune de la famille, il s'y oppose, il dit « On veut pas tuer des policiers, je comprends bien que t'es en train de capoter ton hostie de vie, mais il doit y avoir une autre solution, Claude! » J'aime qu'il est comme « Non, on tue pas des policiers. » Non, mais il y a toujours des limites, il y a toujours un code d'honneur, il y a toujours des valeurs, c'est ça. Fait que lui, il était comme « Non, on peut pas, on va se mettre encore plus dans la merde si on tue des policiers. » Effectivement. Bon. Fait qu'en mars 1981, les Dubois trouvent un ripou dans l'escouade anti-gang, un policier corrompu. Un policier sale, un ripou. Alors, Dubois peut ainsi connaître toutes les déclarations de Donald Lavoie faites à la police.
tout le monde est inquiet. Les documents mentionnent plusieurs personnes dont l'arrestation pourrait être une menace pour les Dubois. Des gens qui seraient possiblement des futurs délateurs. Et là, le 12 avril 1981, Betty, alias Claude Dubois, est arrêté. Il était recherché pour meurtre depuis 1974. Ça faisait 7 ans qu'il était fugitif. Mais comme, dans la même ville à commettre des crimes. Je comprends pas comment il a fait. Il avait enlevé ses lunettes. Je le connaissais pas. Mais il était méga fugitif, ok? Parce qu'en 1974, il avait été incarcéré, mais il avait réussi à se sauver pendant une instance où il était en comparution en cour. Il a réussi à fausser compagnie à ses gardiens de prison. J'ai juste demandé à aller aux toilettes, puis je me suis sauvée par la fenêtre. C'est littéralement ça. Puis là, pendant 7 ans de temps, il était fugitif. Fait que, grâce à Donald Lavoie, la police a réussi à retrouver le corps de l'ancienne blonde de Claude Dubois. Là, je vais faire mes trigger warnings. Je vais vous raconter des crimes terribles dans les prochaines minutes, là. Je vous ai déjà parlé du monde qui se font tirer dans la tête. Là, on est dans un autre niveau de trou de curie. OK? Ouais, parce que là, tu viens de dire ex-blonde de Claude Dubois, puis j'aime pas ça. Oui. Fait que grâce à Donald Lavoie, la police retrouve le corps de Micheline Sylvestre, l'ancienne blonde de Claude Dubois, que Dubois avait sauvagement tué à coups de couteau en présence de Donald Lavoie en 1974. C'était pour son meurtre à elle qui était recherché, puis qui était censé comparaître en cour, puis qui s'était sauvé. Puis là, grâce à Donald Lavoie, ils ont retrouvé son corps. Je suis triste. Pauvre madame. Quel asti de trou de cul. Je suis vraiment triste. Claude Dubois, oui. Pour vrai. Le frère de Dubois, Michel, celui dont c'était le mariage quand Donald Lavoie était censé se faire tuer, lui aussi est arrêté pour le meurtre d'un pauvre gars qui avait rien demandé, qui s'appelait Yves Théoret, qui était pour vrai comme une victime collatérale. C'était comme un pauvre innocent qui a été tué sans raison. J'ai pas compris si c'est parce que Michel Dubois visait quelqu'un d'autre, s'était trompé de target, je sais pas trop. Puis, ces deux arrestations-là, Claude Dubois, le trou de cul qui a tué son ancienne blonde, et Michel Dubois, ben c'est un gros coup pour le clan Dubois, parce que Michel Dubois, il est responsable du trafic de hache pour les Dubois. Puis Claude Dubois, ben c'est le bras droit de Claude Dubois. Fait que les deux sont très importants. Ils sont arrêtés grâce à Donald Lavoie. Et enfin, le 8 avril 1982, c'est Claude Dubois lui-même qui est arrêté à son domaine du lac Écho. Écho! Dans les Laurentides. Claude Dubois. Écho, bois. Hey, Claude. On s'en vient t'arrêter. C'est la police. Police, C'est la seule fois qu'on peut faire une joke dans tout ce cas. Bon. J'ai de la peine pour Micheline. C'est vraiment terrible. Puis, il y a une autre affaire qui... C'est beaucoup plus tard. Il y a une autre histoire que je vais vous raconter que j'étais juste comme tabarnak. Genre, ok, tu tuer du monde parce que c'est d'autres mondes qui dealent de la drogue. Je trouve que c'est comme... Ok, ça se peut que ce soit un dommage collatéral d'être dans le business de dealer du hash. Là, c'est ok, mais comme... Tuer ton ancienne blonde à coup de couteau, c'est juste parce que t'es un trou de cul, là. Oui. C'est pas la même affaire. Puis il y a un autre crime dont je vais vous parler plus tard que j'étais comme... C'est pas pantoute la même affaire, puis c'était complètement gratuit, puis vraiment insensé, là. C'est... Non. Fait que je dis pas qu'il y a des victimes là-dedans qui méritaient de se faire tuer, là. C'est pas pantoute ça, là. Non, c'est juste qu'il y en a qui étaient pas involved. Non, il y en a qui étaient pas involved. Mais je veux dire, le pauvre gérant du café Jean-Loup non plus, il était pas involved. Il voulait juste pas payer sa protection. Mais même les trafiquants de drogue ennemis, ils méritent pas de se faire descendre. Non, il y a personne qui mérite de se faire descendre. C'est juste... Il y avait du monde qui était pas pantoute impliqué là-dedans, puis qui ont quand même été passés. Comme le pauvre Yves Théoret, on sait même pas pourquoi il s'est fait tuer. En tout cas, fait que Claude Dubois est arrêté à son domaine du lac Écho. Bon. Et, il est arrêté en même temps que Yvon Belzile. Et aussi, il y a un autre mandat d'arrêt qui est servi à Claude Dubois direct en prison parce que, grâce à Donald Lavoie, ils ont enfin réussi à élucider le meurtre de Richard Desormiers, dont je vous ai parlé dans le premier épisode. Richard Desormiers, c'était le dude qui se vantait d'être le beau-frère de Frank Cotroni et qui a été abattu en juillet 1973 dans un nightclub possédé par la pègre. Fait que je vous en ai parlé dans mon premier épisode, mais là, un petit round-up. Richard Desormiers, il aimait foutre la marde dans les nightclubs de Claude Jodoin, qui était l'ex-journaliste devenu avocat pour le clan Dubois.
Et là, Claude Dubois trouvait que c'était vraiment désagréable. Pour vrai, lui, il rentrait puis il faisait du grabuge, il cassait tout, il intimidait le staff, tout ça. Fait que Dubois, il a set up un meeting avec Frank Cotroni. Frank Cotroni, Frank Cotroni, le fils de Vic Cotroni, et donc le chef de la mafia montréalaise, dans les bureaux de Sidney Laitman, qui était l'avocat de la mafia. Et il lui a demandé à Frank Cotroni, fais quelque chose, puis contrôle Richard Desormiers, il fout la merde dans mes nightclubs, là. Ça n'a pas fonctionné, fait que Claude Dubois a donné l'ordre de faire tuer Richard Desormiers. Ce serait, je crois, Dubois qui aurait tiré l'autre. Et Yvon Belzile, le troisième qui a été arrêté en lien avec ce crime-là, était aussi présent. Fait que Claude Dubois, Yvon Belzile, tout le monde plaide non coupable. Il y a une procédure judiciaire spéciale qui a été utilisée dans ce cas-là pour sauter l'enquête préliminaire puis aller direct au procès. Ça s'appelle mettre en accusation par voie préférentielle. Voilà, j'ai appris ça. Fait que le procès commence sans même une enquête préliminaire le 30 août 1982 et le star witness, c'est Donald Lavoie. Donald Lavoie vient raconter que Claude Dubois lui a ordonné à lui et à Claude Dubois de passer Richard Desormiers le plus rapidement possible. Puis Belzile, lui, il était responsable de retracer la Cadillac blanche de Desormiers pour savoir où est-ce qu'il se situait, puis après ça, les deux autres arrivaient. Selon Lavoie, c'est Claude Dubois qui a tiré la gâchette. Il aurait aussi tué le gérant du bar où se trouvait Richard Desormiers au moment de sa mort, ce que Claude Dubois n'avait pas commandé. Et Donald Lavoie va raconter tout ça et se fait contre-interroger très durement par les avocats du trio. Il y avait un des avocats qui s'appelait Léo-René Maranda, ce que je crois qu'il a un très beau nom. Mais donc, les avocats du trio de coupables, contre-interrogent Donald Lavoie très, très durement. Ils essaient de le faire, s'enfarger dans ses témoignages, lui faire révéler des choses aussi que le jury n'a pas le droit de savoir, ce qui pourrait, lui faire révéler des choses qui pourraient cause prejudice ou sway the jury. T'sais, ce qui pourrait amener à comme un mistrial, fait que le procès serait avorté, puis on devrait recommencer les procédures et tout. Mais Donald Lavoie, il répond à tout d'une main experte. Et il était prêt. De toute façon, la couronne ne se basait pas seulement sur le témoignage de Donald Lavoie pour ça. Elle avait d'autres cartes dans ses manches. Oui, puis la chose qui était cachée dans leurs manches, c'était qu'ils avaient un nouveau témoin repenti, un nouveau délateur. Qui? Claude Jodoin, l'ancien journaliste viré avocat. Whoopalaï! Fait que, let's talk about Claude Jodoin. Né en 1929. Le journaliste viré avocat viré délateur. Exactement. Claude Jodoin était un journaliste viré avocat viré délateur qui avait des liens nébuleux avec la pègre depuis très longtemps. J'ai lu 17 ans, mais là, moi, les maths fonctionnaient pas dans mon affaire. The maths weren't matting. Non, the maths were not matting dans ma tête, mais c'est pas grave. Fait que Claude Jodoin rencontre Claude Dubois à la Barbade en janvier 1969. Jodoin voyageait avec Frank Choufi, l'avocat criminaliste terrible. Fait que, OK. Et pendant la séco, Jodoin, qui était encore journaliste au journal de Montréal, perd sa job avec un collègue parce que, il est révélé qu'il avait organisé une conférence de presse bidon dans le but de nuire à la réputation de la police en les accusant à tort d'avoir brutalisé deux des frères Dubois, Maurice et Normand, lors d'une arrestation. Fait qu'à cause de ça, lui, il perd sa job. Fait qu'il perd sa job, il se sauve à Haïti pendant un bout pour ne pas avoir à comparaître pendant la séco, puis là, après ça, la séco a terminé ses travaux, fait qu'il revient au Québec, puis il reste le bon ami et conseiller de Claude Dubois, jusqu'en janvier 1982, où il vire délateur. Fait que... J'ai une nouvelle job! Fait que... Je vous rappelle que le procès de Claude Dubois et compagnie, c'est en août 1982. En janvier, Claude Jodoin est devenu délateur. Il reçoit environ 45 000 $ pour ses témoignages de la part de la police et il joue un rôle d'agent infiltrateur dans le clan Dubois pour cette somme-là. Et c'est lui qui fait croire à Claude Dubois qu'il y a un ripou dans l'escouade anti-gang. C'était pas vrai! C'était pas vrai et il lui fournit, avec l'accord de la police, des documents d'une importance relative pour que Claude Dubois soit au courant de certains aspects du témoignage de Donald Lavoie, mais pas tous les aspects. Puis en plus de ça, Claude Jodoin, qui avait sérieux, là, des cojones de taille monumentale, accepte de porter un mouchard. Un wheelbarrow. Oui, vraiment. Non, mais il accepte de porter un mouchard, fait qu'il accepte de porter un micro plusieurs fois. Parle plus fort de mon lapel. Pour vrai, pour assister à des réunions avec Claude Dubois.
et en apprendre le plus possible sur sa stratégie de défense. Une fois que Dubois sait qu'il va être arrêté. Oh my god, il y avait un plot twist dans ton histoire! C'était pas vrai qu'il y avait un ripou! C'est malade! T'imagines-tu? Je suis genre... De son côté, ce qui intéressait le plus Dubois dans cette fausse collaboration avec un faux ripou, c'était d'apprendre le nom des témoins dans l'affaire. Puis là, éventuellement, il commence à douter de la fidélité de Jodoin. Il finit bien vite par apprendre que... Tu veux tout le temps que je parle dans ton lapel. C'est ça. Et il finit bien vite par apprendre que Jodoin, il a corroboré les propos de la voix auprès de la police et qu'il est maintenant sous protection policière constante. Fait qu'à partir de ce moment-là, Jodoin revient plus dans le clan Dubois, mais il témoigne à son procès. Puis, Claude Dubois décide de témoigner en sa propre défense. Il nie toutes les accusations. J'ai rien fait, j'étais même pas là, j'étais en Floride, je flattais des dauphins. Et il aurait très bien pu être en Floride parce qu'il était accusé d'avoir commandé le meurtre de Richard Desormiers. Ça aurait rien changé pantoute. Fait qu'il dit avoir appris la mort de Richard Desormiers dans les journaux. Il dit qu'il n'est pas en accord avec le label chef de gang parce que lui, il aime pas ça, les labels. Moi, j'aime mieux grand chef. Grand chef bandit? Grand chef body. Oh non! Mais il dit aussi qu'il a zéro conflit avec Frank Cotroni. Il le connaît depuis 25 ans, c'est son grand chum. On est full... on est ben tête. On est ben tête. La mafia, c'est quoi ça, la mafia? mafia? On fait des marathons Lord of the Rings. Régulièrement. Version longue. Version longue en pyjama. Et il va jusqu'à dire au jury qu'il sait, de source sûre, que Frank Cotroni, là, il trempe pas dans des affaires criminelles, OK? OK, ce n'est qu'un simple barbier. Non, mais comme ce ne sont que des rumeurs, non, Frank Cotroni ne dirige pas un groupe criminel. C'est un gars de nightclub, c'est pas un king, pour citer Claude Dubois. Fait que tu peux fermer ta gueule, puis crisser ton camp, puis marche pas sur mon gazon. Claude Dubois aurait aussi dit... ils disent que Paolo Violi, c'est un kingpin, mais pour moi, Paolo Violi, c'est un punk. Burn! My God, les Mean Girls sortent les griffes! Vraiment beaucoup. Tout le monde est des bitter bitch dans cette histoire. Tout le monde est comme fuck you! Non, toi, fuck you! Claude Dubois et Yvon... Dubois, pardon. Ils sont trop de Claude. Bon. Oui, ça que c'est. Claude Dubois et Yvon Belzile vont aussi témoigner à leur procès, puis dire que c'est un frame-up, OK? Donald Lavoie essaye de les framer, OK? Puis là, les plaidoiries se terminent le 12 novembre, et le jury délibère quand même pendant 4 jours. Veux-tu deviner? Le verdict. Coupable! Oui, double verdict de culpabilité. Fait que 25 ans ferme pour tous les accusés. Parce qu'il y a le meurtre de Richard Desormiers, puis aussi le gérant du nightclub où il était, là. C'est ça. Fait que je pense que c'est 25 ans x 2, mais je suis pas sûre si c'est comme 2 peines qui sont en même temps, ou c'est ça, concurrentiel ou consécutif. Je suis pas sûre. Fait qu'ils vont porter leur cause en appel et réussir à faire diminuer leur sentence pour le meurtre de Bourassa, le gérant du club, dont j'ai pas le prénom malheureusement, je suis désolée. Et ils sont shippés en prison immédiatement. Claude Dubois est shippé au pénitencier Archambault. Le pénitencier Archambault, à ce moment-là, esti, j'étais comme « Ouh! » Ça a sonné une petite alarme dans ma tête, là. Il se relevait à peine de la terrible émeute de juillet 1982. Allez écouter mon épisode bonus là-dessus. Vous devez vous abonner. J'en ai fait un sur Patreon. Pour vrai, j'ai fait un épisode sur l'émeute du pénitencier Archambault. C'était vraiment épouvantable. J'ai pleuré. Il y avait comme fucking pas besoin que Claude Dubois arrive en prison, là. Fait qu'il est arrivé là-bas, puis il est rapidement devenu, genre, le conseiller des prisonniers. Il a même instigé une grève dans la prison, puis il a fait tellement de mal qu'il a été shippé dans une autre prison à sécurité super maximale, ce que je pensais pas qu'il était une chose qui existait. Parce que la direction... Extra super maximal plus. Extra super maximal 2.0, parce que la direction du pénitencier Archambault craignait une nouvelle émeute. Puis comme ça leur tentait pas, parce qu'il y a des gens qui étaient morts dans la première, là. Ce genre de figure-là, quand ils se ramassent en prison, ils deviennent pas mal tout le temps des espèces de kings. Ça devient pas des petits pavots, là. Claude Dubois est libéré de prison au début des années 90. Et il dit au journal Le Devoir avoir l'intention de fonder un foyer pour aider les personnes atteintes de sida. Et puis, j'ai perdu sa trace. Ma face est tellement comme... Et c'est maintenant que je vous spécifie que, au cas où vous vous doutiez pas de ça, c'est vraiment difficile de trouver des affaires sur Claude Dubois après 1990, parce que c'est beaucoup Claude Dubois, le chanteur, qui a aussi eu des démêlés avec la justice. C'est vrai. Alors, j'ai aucune idée ce qui est arrivé à Claude Dubois, et j'ai essayé tant bien que mal de savoir s'il est encore vivant aujourd'hui. J'en doute, il serait très vieux, mais j'ai aucune idée, sérieux, s'il est encore vivant ou non, s'il retourne en prison après ou non. Je pense que non. Il des alligators en Floride.
C'est possible. Fait que là, ça se finit en queue de poisson. Mais je peux vous raconter ce qui est arrivé à d'autres membres du Club du Bois. Bien sûr! Le Club du Bois! Le Club du Bois, se pique juste 3 fois dans les yeux. Avec le Club du Bois. Le Club du Bois. Fait que maintenant vient le portefeuille. Ouais. Fait Tiens, que à mon grand. le reckoning de la famille s'étend aussi à Adrien Dubois. Adrien, c'est le plus jeune, comme je dis, il était surnommé le portefeuille, et il s'occupait du trafic de drogue à Montréal, mais pas juste à Montréal, jusqu'en Outaouais. Ah, wow. Adrien Dubois est le principal suspect de la police dans le meurtre de Jacques McSween, dont je vous ai parlé dans l'épisode 2. Fait que le meurtre de Jacques McSween, c'est une des affaires qui ont signalé la fin de la guerre de l'Ouest. Et on se rappelle qu'il a été embusqué à Longueuil le 4 octobre 1974. Et c'est ça qui a incité son frère, Pierre McSween, pas Pierre-Yves, lui a pas rapport, à témoigner devant la SECO pour révéler beaucoup de choses sur le clan Dubois. Fait que le 28 juin 1982, Claude Jaudoin, l'agent double, infiltrateur 007. 007, va voir Adrien Dubois pour lui dire que son arrestation est imminente. Lui, Adrien, son frère Jean-Guy et Claude Dubois, qui est alors en attente de son procès pour le meurtre de Richard Desormiers, sont les 3 suspects qui sont recherchés pour la mort de Jacques McSween. Fait que, ils sont arrêtés. 1er février 1983, ça commence, le procès. Donald Lavoie va en cours et raconte le meurtre de Jacques McSween. Il vient en cours pour raconter ça, mais il y a aussi un autre témoin cette fois-là, c'est le fun. C'est un autre délateur. Il s'appelle Paul Pomerleau. Encore des beaux noms. Je sais. Paul Pomerleau, c'est un multirécidiviste à qui Adrien Dubois aurait demandé de lui fournir une camionnette pour le guet-apens. Fait qu'il l'aurait approché pour lui dire « T'aurais-tu une petite camionnette pour moi? Tu peux-tu m'apprêter? Tu peux-tu m'apprêter? C'est peut-être pour tuer quelqu'un, c'est peut-être pour tuer quelqu'un. » Puis là, plusieurs jours plus tard... pour aller faire du camping. Ben, comme plusieurs jours plus tard, Jacques McSween a été tué, puis là, Paul Pomerleau est allé voir Adrien Dubois, puis il a dit « Yo, c'est pour ça que tu voulais mon char, comme t'as l'air vraiment de bonne humeur aujourd'hui. » Puis là, t'es comme « Ouais, je suis bien de bonne humeur aujourd'hui, t'as-tu vu? Jacques McSween est mort. » Fait que c'est ça qu'il est venu raconter. Il tapait ses nerfs. C'était pas direct, tu sais, comme preuve, mais c'est quand même ça son témoignage. Puis, à part ça, ben, il y avait un témoin vraiment très, 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 très important dans le procès, et c'était encore une fois Claude Jaudoin. Claude Jaudoin est venu témoigner pendant 10 jours. Il enlève son masque. J'ai tout! Il est venu témoigner pendant 10 jours au procès d'Adrien Dubois puis des 2 autres. Après 6 semaines de procès, le jury est séquestré parce qu'un membre de la famille de Claude Dubois aurait essayé de les menacer. Ah, yeah! J'espère que c'était sa mère avec un rouleau à part. Oh my god, j'espère moi aussi. C'est ça que mon fils! Fait que les délibérations durent 12 jours et le jury se trouve dans une impasse. Alors le procès est annulé et un nouveau procès est ordonné. C'est un deadlock. Et là, c'est encore maître Léo-René Maranda. Il réussit à faire libérer Adrien Dubois sous cautionnement pendant ce temps-là. Non. Je sais pas pourquoi. Mais il Ne y a un faites nouveau pas ça. procès. Il y a un nouveau procès qui commence. Le jury est séquestré immédiatement pour être certain qu'il n'y ait pas d'intervention de la part de la famille de Claude Dubois, là. Puis, il y a l'arrestation choc d'Adrien qui subvient au tout début du procès dans un hôtel de la rue Sherbrooke pour avoir importé 480 kilos de hache, l'équivalent de 3 millions de dollars. Seigneur! Ouais. Fait qu'il était libéré sous caution puis il est arrêté pour autre chose, ce qui est quelque chose qui pourrait comme teinter l'opinion du jury sur Adrien Dubois, on s'entend. Fait qu'il y a une nouvelle liberté sous cautionnement, je sais pas pourquoi. Puis là, le 14 juin 1983, enfin, Adrien, Jean-Guy et Claude Dubois reçoivent leur verdict. Coupable! Non, acquitté. Après, ouais, ils sont acquittés du meurtre de Jacques McSween. Fait qu'après ça, Adrien, il va se marier en 1984. Yeah. Et il va aller s'établir dans les Laurentides, où il va vivre jusqu'à sa mort. Adrien Dubois, il est surnommé le portefeuille. Puis dans les Laurentides, il est encore surnommé le portefeuille parce qu'il faisait du prêt d'argent à grande échelle. Il était aussi impliqué dans le trafic de drogue. Il y a un trafiquant de cannabis dans les Laurentides qui s'appelle Jimmy Cournoyer, qui est condamné en 2010, je pense, pour avoir inondé de potes la région de New York, excuse-moi. Et qui avait emprunté... Comment il a fait ça?
Je sais pas. Fait que, j'ai pas trop compris. Make it rain the pot! Make it rain the pot. Fait que ce gars-là, quand il se fait arrêter pour ça, il révèle à la police qu'il avait emprunté 100 000 $ à Adrien Dubois quelques mois avant son arrestation. En 2009, il y a aussi un policier de la Sûreté du Québec qui s'est retrouvé dans le trouble parce que ses supérieurs ont appris qu'il avait emprunté 500 000 $ à Adrien Dubois pour s'acheter une maison. Il a fait de la spéculation immobilière dans les Laurentides aussi, Adrien Dubois. Quelle bonne personne! Il a procédé à plusieurs investissements immobiliers. Il faisait des prêts hypothécaires à partir de sociétés à numéro qui appartenaient soit à lui, soit à ses proches. Et puis, en 2011, il aurait vendu une série de terrains près du Mont-Sauveur pour plus de 5 millions de $. Fait que le clan Dubois, après la fin du clan Dubois, Il était encore très prolifique. ça existait encore. Mais Adrien Dubois est décédé le 12 décembre 2014 aux suites d'un cancer. Oh. Fait que c'est pour ça que c'est pas vraiment la fin du clan Dubois. Puis c'est pour ça que ça m'inquiétait de pas avoir retrouvé la trace de Claude Dubois. Tu sais? OK. Fait que là, maintenant, vite, newsflash. La fin de 4 autres frères Dubois. Il y en a certains que j'ai pas réussi à voir ce qui est arrivé avec eux. On verra. Bon, fait que Jean-Guy Dubois. Il est aussi arrêté pour la mort de Jacques McSween, mais il était à ce moment-là déjà détenu pour le meurtre de Jean-Guy Fournier, qui était l'ancien doorman de l'hôtel Iroquois. L'hôtel Iroquois, je vous en ai parlé dans mon 2e épisode sur le clan Dubois. 3? Ah oui, ça se peut. Ça se peut que ce soit 3. Mais donc, Jean-Guy Fournier avait été tué par Jean-Guy Dubois. Et Jean-Guy Dubois, il obtient sa libération conditionnelle en 1989 parce qu'on s'entend que lui aussi a été acquitté du meurtre de Jacques McSween. Il refait surface dans les journaux en 91 parce qu'il a importé 100 kilos de hache. Il a aussi été retrouvé à ce moment-là avec 500 000 $ cash sur lui puis du matériel pour couper de la drogue. Et l'affaire, c'est que il faisait tout ce ring de distribution de hache à partir de, je crois, une résidence de personnes âgées, parce que dans les journaux, il est surnommé le Kingpin d'un gang de l'âge d'or. Ce qui est comme un petit peu un bird, mais en même temps, c'est weird. En tout cas, il plaide coupable en 1992. Il écope de 7 ans de prison et il est décédé à Châteauguay le 17 mai 2022 à l'âge de 88 ans. Fait que Claude Dubois, c'était vraiment très vieux, mais comme, c'est ça. Il y a aussi Jean-Paul Dubois, qui est l'autre frère acquitté dans le meurtre de Jacques McSween. Il disparaît en 83, après son procès, qui a été acquitté, anyway. Et il disparaît parce qu'il vient d'apprendre qu'il va être arrêté pour un double meurtre. Ah, oups. Puis là, c'est ça, le double meurtre, que j'étais comme, voyons donc, tabarnak, c'est quoi votre hostie de problème? C'est le meurtre de Mario Saint-Pierre et sa blonde Marie Talbot, qui ont été tués le 14 août 1975. Mario Saint-Pierre, il était ami avec un gars des Devil's Disciples, que je pense qui était un groupe de motos. Je pense que c'est un club école des Hells. Un club école. Oui. Sacrément, je savais pas que ça existait. Je voulais pas savoir que ça existait. Recruter. Oh boy! Fait que c'est quand même hiérarchisé. Oui, mais j'ai pas le nom du gars des Devil's Disciples là-dedans, mais... En passant, don't quote me on that, là, je suis pas une experte des moteurs. Non, c'est correct, puis on veut pas trop parler des moteurs non plus. Fait que, c'est ça, Mario Saint-Pierre est ami avec un gars des Devil's Disciples, puis les Devil's Disciples étaient les ennemis du clan Dubois au niveau du trafic de drogue chimique au Carré Saint-Louis à Montréal. Puis Jean-Paul Dubois voulait faire appel à Mario Saint-Pierre pour savoir où se cachait le gars des Devil's Disciples. Fait qu'il a organisé un guet-apens. Il a invité Saint-Pierre et sa blonde, Marie Talbot, à venir checker une vieille Bentley à vendre sur son terrain. C'est ça, Marie Talbot. Je voulais être sûre d'avoir son nom comme faut. À venir checker une vieille Bentley à vendre au domaine de Jean-Paul Dubois, qui était à Saint-Michel de Wentworth, dans les Laurentides, me semble. Et là-bas, ben, c'était pas vrai qu'il y avait une vieille Bentley à checker. Fait qu'ils ont torturé Saint-Pierre, qui n'a rien avoué sur le compte du gars des Devil's Disciples. Puis ils ont fini par tuer lui et sa blonde, et leurs corps ont été retrouvés calcinés dans une fosse commune. Ils ont absolument rien fait. Non, ils ont absolument rien fait. Pourquoi il fallait qu'il tue sa blonde aussi? Il ne faut pas l'inviter à y aller tout seul s'il voulait le torturer lui. Ça a donc bien pas de sens. Ça m'a vraiment choqué. Là, cette affaire-là, j'étais comme, c'est totalement, complètement gratuit. Voir que c'est le même que tu procèdes. En tout cas, j'étais comme... ouais, ça m'a fou. Bon. Fait que, en 1985, tous les suspects dans le meurtre de Mario Saint-Pierre et sa blonde ont été arrêtés, sauf Jean-Paul, qui était fugitif. Il a fini par se livrer aux autorités 3 ans plus tard, quand il venait d'apprendre que son nom figurait sur la liste des 10 criminels les plus recherchés au pays.
Fait qu'il a été quand même on the run pendant vraiment longtemps. Il a plaidé coupable à une accusation réduite et il a écopé de... T'as-tu envie de pogner une heure? Ah, let's go. 36 mois de prison. What? Puis la raison pour laquelle il a réussi à avoir ce plea deal-là, c'est que la seule preuve que la couronne avait pour l'inculper, c'est le témoignage de Donald Lavoie. Non, mais c'est un témoignage crédible. Ouais, mais il n'y avait rien d'autre. Il n'y a pas d'autres témoignages pour corroborer ça. Fait qu'à cause de ça, il y a un plea deal de 36 mois de prison. Il est probablement sorti au bout de comme 2, on le sait pas, tu sais. Fait que, après ça, Normand Dubois. Normand. Je pense. Qui est mort le 23 février 2004, à l'âge de 69 ans à Hawkesbury d'un cancer du côlon. C'est ça. Raymond Dubois, l'aîné des frères, était considéré comme le plus meurtrier de la bande. Il avait un casier judiciaire qui remontait à 1947. Il était spécialisé dans l'extorsion et l'hyperviolence pour aucune raison. Ah, wow! Comme le film de Stanley Kubrick. Oui, en novembre 1976, au volant de sa limousine, il a brûlé 12 feux rouges d'affilée. Il s'est fait arrêter par un policier et il a cassé le doigt du policier en lui pognant la main et en tordant son bras tellement fort qu'il s'est brisé. C'était un mean-ass motherfucker. Raymond Dubois, il était un suspect dans des centaines de crimes à travers Montréal. Ils n'ont pas réussi à le coffrer avec les témoignages de Donald Lavoie, mais Raymond s'est suicidé en 1989, à l'âge de 57 ans. Il a été retrouvé dans une chambre d'hôtel, entouré de pilules, avec les poignets tranchés. Les autres membres du clan Dubois, j'ai aucune idée qu'est-ce qui leur est arrivé. Gardez en dessous de votre lit. Ça, c'est 6 des 9 frères. Il y en a 3 que je sais pas ce qui s'est passé avec eux. Non, mais regardez en dessous de votre lit avant d'aller vous coucher, gang. Pour finir, Audrey, on va parler de Donald Lavoie. Oui. Lavoie a donc aidé à faire tomber plusieurs grands noms du milieu interlope. Oui. Selon Richard McGuinness, il est un homme nouveau aujourd'hui. Parce que Donald Lavoie est encore vivant. It's a new man! En 1982, l'émission de la CBC de Fifth Estate fait un reportage sur Donald Lavoie, c'est une de mes sources, qui inclut une entrevue avec Donald Lavoie, une autre avec Richard McGuinness, une autre avec Julien Giguère, le capitaine de l'escouade anti-gang. La journaliste de la CBC, Anna Gartner, elle est complètement abasourdie par ce qu'elle entend dans l'entrevue. Dans l'entrevue avec Donald Lavoie, mais aussi l'entrevue avec Richard McGuinness. Parce que Richard McGuinness lui dit que Donald Lavoie est un homme nouveau. Et elle lui demande, est-ce que vous auriez peur si c'était votre voisin? Puis Richard McGuinness lui dit absolument pas. Je pense que c'est pas un homme qui est dangereux. Puis Anna Gardner a l'air d'avoir vraiment de la misère à comprendre cette idée-là, que Donald Lavoie ait pu faire toutes ces affaires-là, mais pas être un homme dangereux. Donald Lavoie, en entrevue, il est très calme, il s'exprime quand même bien. Tu vois que l'anglais, c'est pas sa première langue, mettons, il fait des erreurs quand il parle et tout, mais je veux dire, il s'exprime bien dans sa manière de parler, il est très posé, il a l'air d'avoir beaucoup réfléchi à ce qu'il a fait, parce que je veux dire, il est en prison, il n'y a rien d'autre à faire, tu sais. Il parle de ce qu'il a vécu d'une manière très particulière, avec un détachement qui fait souvent froid dans le dos, puis avec une candeur qui inquiète, et qui, moi, m'a vraiment bouleversée, parce que ça m'a vraiment aidé à comprendre que le pire existe en chacun de nous. Puis qu'on n'a peut-être pas tous le potentiel d'être Maurice Momboucher, ou Frank Cutrone, ou Claude Dubois, mais je pense qu'on a peut-être tous le potentiel d'être Donald Lavoie, puis ça m'a fait vraiment peur. C'est à Anna Gartner qu'il dit que c'est difficile de tuer un homme, mais que ça devient plus facile. Il y a beaucoup de ce que je vous ai raconté aujourd'hui qui vient de cette entrevue-là. Il parle de son enfance, de la manière dont ça a teinté son avenir, hypothéqué d'une certaine manière. J'étais à cheval au début quand j'ai commencé à regarder l'entrevue parce qu'on dirait souvent qu'il essaye d'éviter de prendre la responsabilité de ses actions. Il le fait d'une certaine manière, mais en même temps pas tant que ça. Sauf que, en vraiment prenant le temps de regarder, d'écouter l'entrevue pour vrai, j'ai compris que non, il prend responsabilité de ses actions. Il dit qu'il est un homme dangereux
Il concède qu'il est un tueur de sang-froid. Il sait que ce qu'il a fait, c'est mal. Il dit qu'il voulait pas devenir comme ça. Il dit « Je suis pas né pour être un tueur. J'ai jamais demandé à le devenir. Je le voulais pas. » Mais qu'il est devenu quand même. Et il sait qu'il l'a fait pour le respect, pour appartenir à un groupe, pour avoir une famille, pour faire partie des Dubois. Et il réfléchit à ça et sa conclusion, c'est que c'était trop facile de faire ça. Beaucoup plus facile que ce qu'on pourrait croire. Que c'est pas qu'il n'y avait pas de conscience, mais que pour lui, il faisait juste suivre les ordres de Claude Dubois. Ce que ça dit sur l'humanité de cet homme-là, ça me fait vraiment peur, parce que Donald Lavoie, c'est un cas parmi tant d'autres, d'un homme, un jeune homme, il avait 40 ans quand il a été arrêté. Il a commencé ça, il était jeune et tout. Donald Lavoie était un jeune homme dont l'avenir était hypothéqué dès le départ. Il a commis des atrocités qui sont atroces à mes yeux, à moi, mais qui au fond étaient vraiment banales, d'une certaine manière. Peut-être qu'on a tous et toutes en soi le potentiel d'être un Donald Lavoie et d'éteindre cette part de notre humanité qui nous empêche de commettre des atrocités. Comprenez-moi, c'est un cas de figure particulier. C'est pas fucking piece of shit Claude Dubois qui a poignardé sa blonde à mort dans un éclat de rage. C'est pas Adrien Dubois qui a comploté pour tuer un rival. Donald Lavoie, il avait pas à réfléchir, prendre des décisions. Il connaissait pas les gens qui allaient tuer. Il avait pas besoin de détester au point de commander un meurtre. Il avait juste besoin de tirer une gâchette. Puis c'était jamais rien de personnel. Puis justement, quand c'est devenu personnel, il a refusé. Comme quoi, il y avait un compas moral d'une certaine manière. Est-ce que ça prendrait une cruauté particulière pour devenir Donald Lavoie? Est-ce que ça prendrait une méchanceté particulière? J'ai l'impression que non. Et la banalité de cette violence-là, celle qu'on porte peut-être tous et toutes, me fait peur. Pour le citer, la vie d'un homme est si facile à lui enlever. Et tu vois quand il parle qu'il y a beaucoup de remords. Il dit que s'il pouvait ramener ses victimes à la vie, il le ferait. Il sait qu'il n'est pas une bonne personne. Et il considère pas qu'il mérite une deuxième chance. Aller à la police, c'était pas facile pour lui. C'était contre ses valeurs, puis contre tout ce qui le motivait, puis il dit lui-même qu'il n'aime pas la police. Il dit que, à cause de ces actions-là qu'il a prises, de devenir délateur, il se sent constamment dégoûté de sa propre personne, mais il n'avait pas le choix. Ça n'a pas été facile pour lui de faire ça. Mourir, ça aurait été plus facile. Il se considère comme un homme mort, anyway. Un homme qui vit sur du temps emprunté. Et sur ce, j'aimerais vous lire, avec Audrey, la fin de l'entrevue de The Fifth Estate. Fait que j'aimerais que tu fasses Anna Gartner, la journaliste. Bien sûr. Alors, c'est Anna Gartner du Fifth Estate qui parle avec Donald Lavoie à propos du verdict qui vient juste d'envoyer Claude Dubois en prison. Parfait. Qu'est-ce que vous faites de vos journées maintenant? Je pense à mon avenir. J'essaie de deviner ce qui va m'arriver dans un jour, dans une semaine, dans un mois. Je voudrais dire dans un an, mais je ne sais pas si je vais être encore vivant à ce moment-là. Est-ce que vous avez déjà considéré le suicide? Presque tous les jours. Presque tous les jours. Ce serait comme faire une faveur à Claude Dubois, non? Peut-être que c'est pour ça que je le fais pas. Je suis sûre qu'il serait tellement content. Je l'imagine applaudir dans sa cellule du pénitencier. Peut-être que c'est pour ça que je le ferai jamais. Vous savez, si je pouvais retourner 10 ans en arrière, je choisirais probablement la même voie. Tout ce que j'ai fait pour Claude Dubois, je le ferai encore. On peut pas échapper à cet homme-là, il y a une présence. Il pourrait convaincre n'importe qui de venir de son bord. Qu'est-ce que vous souhaitez à Claude Dubois désormais? Ce que je souhaite à Claude Dubois? J'ai entendu dire qu'il était 22 heures sur 24 dans sa cellule. Ça, je trouve que c'est inhumain. Vous trouvez que c'est inhumain? Oui. Vous avez acheté des armes pour le tuer. Oui, mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Tuer et faire souffrir quelqu'un, c'est différent. C'est deux choses différentes. Je le déteste, mais je ne le déteste pas en même temps. Et il souffre à cause de ça. Si je l'avais tué il y a 2 ans, ça aurait sans doute été plus facile pour lui. Ça aurait sans doute été plus facile pour moi aussi. Aujourd'hui, j'y repense, je le vois souffrir, et j'aime pas ça. J'aimerais pouvoir lui tenir tête, mais je peux pas lui tenir tête. Il est trop puissant. Est-ce qu'il va un jour arriver à vous faire tuer? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une balle avec mon nom dessus, puis qu'il va m'avoir un jour. Je pense que oui. Mais Claude Dubois ne tuera jamais Donald Lavoie. Lavoie a témoigné pendant moult procès,
Puis on lui a donné une nouvelle identité et on a changé son apparence grâce à la chirurgie plastique. Et il a disparu. Selon Richard McGuinness, Donald est marié. C'est un père de famille parfaitement heureux. Il est libre, il a un emploi stable, il n'a jamais repris une seule goutte d'alcool, il n'a plus jamais eu de démêlés avec la justice, il n'a même jamais commis d'infraction à la circulation. Pas de contravention, mais pas un simple ticket de stationnement. C'est une très, très belle et rare réhabilitation qui pourrait en surprendre plus d'un. C'est peut-être une si belle réhabilitation, ça c'est moi qui vous dis ça, parce que c'est celle d'un homme qui avait un bon fond d'une certaine manière, d'un homme qui ne voulait pas de cette vie-là, mais qui voulait se trouver une communauté, et ça me rend vraiment triste de penser ça. Donald Lavoie est toujours vivant aujourd'hui, je sais pas trop comment je me sens par rapport à ça, parce que c'est encore une fois dans une zone de gris qui ferait un bien mauvais documentaire sensationnaliste américain, tu sais. Parce que c'est pas de la cruauté, c'est pas de la monstruosité, c'est peut-être juste de la naïveté, de la lâcheté qu'avait Donald Lavoie, ou juste l'absence d'un compas moral, parce qu'il buvait trop, parce qu'il consommait trop. C'est peut-être juste l'appât du gain, de la gloire, du pouvoir, toutes ces choses-là que nous avons toutes et tous en nous d'une certaine manière. Parce qu'il y a quelque chose d'humain au fond de tout ça, quelque chose d'un engrenage dont souvent on ne peut pas se déprendre. Et faire la bonne chose, c'est parfois beaucoup plus compliqué que ce qu'on pourrait penser. Parce qu'au final, ça a changé quoi? Le crime organisé, ça existe encore, ça va sans doute toujours exister. La lutte contre le crime organisé, c'est plutôt une tentative d'amoindrir les dommages, j'imagine. Et Donald Lavoie a contribué à ça pendant un moment. C'est ça. Je sais pas pourquoi ça m'a autant jeté à terre, là, la fin de cette affaire-là, mais écoutez Donald Lavoie parler, ça m'a comme... Je l'avais écouté au début de ma recherche, là, cette entrevue-là. Puis, j'étais juste comme... J'étais vraiment dismissive. Puis de réécouter l'entrevue, j'étais comme... Je sais pas. J'avais beaucoup plus, mettons, d'empathie pour ce gars-là. Puis je trouve ça rough d'écouter ça et d'avoir de l'empathie pour ce gars-là parce que j'ai tellement plus d'empathie pour ses victimes. Puis que c'était comme... La première fois que je voyais, justement, à quel point c'est banal. Puis c'est humain. Du monde comme Donald Lavoie. Puis ça m'a tellement rendu triste, puis ça m'a tellement fait peur. Puis... C'est ça. Je trouvais ça vraiment plate, parce que j'essayais vraiment de trouver une conclusion à ça. Puis ça m'a vraiment fait peur de voir qu'il y en a pas de conclusion, parce que les membres du clan Dubois, ils ont continué à vivre dans la criminalité, puis à opérer dans l'ombre. Quand même. Puis ça a-tu sauvé du monde? Je sais pas. Au moins, ça a donné des réponses. Puis ça a amené... Tu sais, ça a peut-être refermé des portes qui avaient besoin d'être refermées pour les familles de victimes qui n'avaient jamais eu de réponse. Comme la famille de Marie Talbot, puis de la blonde de Claude Dubois. Micheline Sylvestre, c'est ça. Fait que tu sais, au moins, ça a apporté des réponses à ça. Fait que c'était la bonne chose à faire, d'une certaine manière. Mais comme... C'est vraiment plate d'essayer de raconter une histoire comme ça, puis d'en tirer des conclusions, puis de voir qu'il n'y a pas de conclusion à tirer. Puis qu'il n'y avait pas nécessairement de bonnes choses à faire. Puis qu'il y avait beaucoup de ces violences-là, puis de ces choses-là, que c'était comme carrément inévitable. Fait que ça m'a beaucoup déprimée. Voilà. Ben, tu sais, c'est parce que je pense que quand on arrive dans le true crime, veut pas, c'est qu'on est tellement habitué aux podcasts américains avec les gros tueurs en série que là, c'est tellement black and white, c'est comme c'est une très méchante personne qui tue des personnes qui ont rien mérité, qui faisait juste exister puis que quelqu'un a décidé qu'il n'existerait plus. Fait qu'on rentre dans le true crime en s'imaginant que c'est nécessairement toujours comme ça. Mais finalement, des fois, on arrive dans des cas où est-ce qu'on se dit ben comme personne s'en sort là-dedans. Comme tout le monde
tout le monde est perdant dans cette situation-là parce que de toute façon, le crime, c'est un engrenage tellement immense auquel on peut pas échapper. Puis il y a juste des gens qui vont essayer de se sacrifier pour que ce soit moins pire, mais au final, il y a comme pas tant de choses qui changent. Ouais. Puis, comme tu dis, tu sais, la banalité du mal, comme Hannah Arendt t'en parlait, mais c'est littéralement de juste faire ce qu'on te dit de faire sans nécessairement considérer les conséquences que ça apporte. Puis, justement, c'est à quel point la monstruosité peut être humaine. C'est la chose qui est la plus terrifiante. Puis tu sais, même dans le procès de Gilbert Rozon, j'avais écrit là-dessus qu'on n'arrête pas de dire comment on le décrit comme un ogre, nan. Mais la monstruosité, elle a pas de visage. C'est pas un monstre, c'est des gens. C'est des humains qui commettent des crimes. Puis oui, c'est terrifiant. C'est terrifiant de se dire que les gens qui commettent des atrocités nous ressemblent, mais comme on a toujours cette espèce de besoin-là, en tant qu'humain, de créer comme deux catégories, des humains puis les monstres, mais la vérité, c'est que c'est des humains qui sont des monstres. Il n'y a pas deux catégories, il y en a juste une. Ouais. Puis c'est ça qui est terrifiant. Puis j'ai l'impression que, comme, ces procès-là, comme de Gilbert Rozon, de Donald Lavoie, puis tout ça, mais ça nous montre que, ben, on l'a tous en dedans de nous, cette part de mal, là. Puis on a comme juste différents degrés de ce qu'on est prêt à faire puis ce qu'on n'est pas prêt à faire. Puis des fois, ben, sous l'emprise de la mauvaise personne, ben, on peut faire des choses qu'on s'y attendait pas. Je veux dire, quand on a fait... ça va faire longtemps, mais Rock Thériault, il y a des gens qui ont fait des choses absolument horribles sous son emprise, puis que s'il avait jamais croisé Rock Thériault, il aurait jamais fait ça. Comme le membre qui a comme coupé les orteils de sa femme avec une hache, il aurait jamais fait ça. Mais sous l'emprise de la mauvaise personne, on trouve cette part-là à l'intérieur de nous qui est supposée de rester cachée. Puis je pense aussi que présentement, comme avec ce qui se passe politiquement parlant, ben qu'on voit de plus en plus qu'il y a beaucoup de gens qui ont énormément de cruauté à l'intérieur d'eux, qui la contrôlent pas. Puis que maintenant que c'est comme on voit quelqu'un accéder aux plus hautes sphères du pouvoir avec cette dégueulasserie-là on full display, ben ça nous démontre que ça sert-tu vraiment à quelque chose d'avoir de la décence. Dans le monde, comme présentement, on voit les gens là, qui ont aucune décence. Louer une ville au complet pour se marier grâce à l'argent qu'ils vont avec une compagnie, avec des gens qui ont même pas des salaires qui peuvent se permettre de vivre. Puis ils nous mettent ça d'en face. Puis c'est comme, oui, je suis une personne absolument dégueulasse, j'ai aucun compas moral, puis je m'en calisse. Comme la dégueulasserie qui est au fond de nous, ben... J'ai l'impression que présentement, on arrive dans une ère où est-ce que la décence, c'est quelque chose qui est en déclin. C'est plate à dire. Mais c'est quelque chose que je remarque de plus en plus. Comme, j'ai l'impression que la décence, ça commence à être une denrée rare. Mais je trouve ça encore plus déprimant. C'est ça. Fait que... C'est ça, mais je comprends ce que tu me dis. Puis moi aussi, en écoutant ton épisode, j'ai pas de position ferme. Je suis comme... Je pense qu'il a réalisé ce qu'il a fait, mais en même temps, il était dans un contexte où est-ce qu'il pouvait pas arriver d'autre chose. Ouais. Il a rien connu d'autre. Tu Non. sais, je disais, il manquait d'empathie. Ben non, finalement, je pense pas qu'il manquait d'empathie. C'est juste que Moi comme... non plus. Je pense pour lui, c'était comme trouver cette place-là dans le monde qu'on y a toujours refusé, puis tu sais, c'est ce qu'on veut en tant qu'humain, on veut juste faire des connexions, avoir l'impression qu'on est ici pour une raison, faire du sens. Puis je veux dire, non, c'est pas la meilleure façon, mais pour une fois, il y avait l'impression d'avoir cette chose-là qu'on y a toujours refusé, puis c'est tellement humain de juste vouloir avoir quelqu'un à qui se confier, avec qui sentir qu'on fait des connexions, qu'on habite le monde pleinement. Ouais. Je pense pas qu'il me manquait d'empathie, je pense que pour lui,
tout ça avait un sens. Parce qu'il le faisait pour quelqu'un qu'il aimait. Oui, ça donnait du sens. Ouais. Puis toute son affaire, ça m'a tellement fait de peine de l'entendre parler de Claude Dubois. Puis de dire comme, ouais, je suis convaincue qu'il est en dedans puis qu'il essaye de m'avoir. He's gonna get to me. Puis c'était ça la fin, tu sais. Puis en même temps de dire comme, je trouve que c'est inhumain parce qu'il est en dedans puis il souffre. Puis si j'avais été moins lâche puis que j'avais réussi à le tuer, il souffrirait plus. Puis ça m'a... C'est tellement d'affaires conflicting en même temps puis ça m'a tellement jeté à terre. Parce que pour lui, c'est ça, il faisait ça puis pour lui, il avait pas l'idée de la souffrance. C'est pas ça qu'il voulait faire dans ce qu'il faisait. Il faisait pas comme fucking l'autre là qui a torturé Mario Saint-Pierre là pour avoir des informations sur le gars des Devil's Disciples. C'est pas ça qu'il faisait. C'est pas comme ça qu'il voulait le faire non plus. Pis c'est ça, c'est... Je sais pas, ça m'a comme vraiment fait battre triper. J'étais rendu trop investie dans cette histoire. Puis ça m'a juste vraiment fait de la peine. Puis comme ça m'a vraiment fait de la peine parce que j'espère qu'il a une belle vie maintenant. Puis je trouve ça terrible que je pense ça. Mais comme j'espère que Donald Lavoie, il est correct. Puis genre, je m'en veux de penser ça. C'est juste trop dans... C'est juste trop des murky waters pour moi, là. Ça me fait ressentir plein d'affaires que je pensais jamais que j'allais ressentir en faisant ce projet-là. C'est comme d'avoir l'impression de comprendre un d'autre qui a tué autant de gens. Puis de relate à lui sur des détails. Ça... Ouais. Puis à partir du moment où c'est ça, où j'ai entendu parler des filles qui étaient mortes à cause de ça, les blondes de... Il y a juste quelque chose qui est devenu plus vrai puis qui a comme cliqué dans ma tête. Parce que dans ma tête, quand je commençais à lire cette histoire-là, les victimes de Donald Lavoie, les victimes de Clan Dubois pis tout, c'était toutes des fucking Richard Desormiers là, qui avaient du fun à aller foutre la merde dans leur club en se vantant qu'ils étaient le beau-frère à Cotroni pis genre personne peut me toucher, tu sais, j'étais comme ok, Richard Desormiers, des petits gangsters, oui, des petits punks, comme Claude Dubois a dit à propos de Paolo Violi là, c'est ça, j'étais comme c'était des bagarreurs puis du monde qui aimait ça foutre le trouble puis c'était comme c'est un monde dans lequel les règles c'est tu joues violemment, you play stupid games, you win stupid prizes comme qu'ils disent, tu sais, il y a eu tu sais violent end through violent means puis à un moment donné j'ai comme dans cet épisode-ci j'ai réalisé que c'était pas juste ça puis c'est ça. Puis là, je lisais ça, puis je lisais... Donald Lavoie, il racontait comment fucking Claude Dubois avait poignardé sa blonde devant lui, puis Donald Lavoie pleure en racontant ça à Richard McGuinness, puis je suis comme tabarnak. Genre, moi aussi, ça me donne le goût de pleurer, puis c'est là que j'ai commencé à me questionner sur qui je suis, moi, en tant que personne, d'avoir de la peine pour Donald Lavoie, puis c'est ça. C'est une grosse affaire, je pensais pas que ça allait virer de même. Cette histoire pour moi. Mais c'est que c'est quelqu'un qui avait le bras pris dans l'engrenage jusqu'à l'épaule. Ouais. Puis que, comme... Même quand il y a des choses terribles qui se sont passées, il pouvait juste pas back down. Parce qu'une fois que tu rentres, tu sors pas vivant, mettons. Non, tu sors les pieds en premier, comme qu'ils disent. Comme, il a été chanceux. Ouais, vraiment. Puis je veux dire, tu sais, tu sors de ça, là, d'avoir vu fucking Claude Dubois poignarder sa blonde, puis tu vas sniffer une autre ligne. Pour l'oublier. Ouais. Pour oublier ce que tu viens de voir. Ça a comme... Je veux dire, l'histoire de Donald Lavoie, beaucoup plus que regarder le film. Sérieusement? Non, le film, c'est un film de gangster très
très... c'est pas Luc Dion qui l'a fait, mais ça fait très Luc Dion. Ouais, genre, mais c'est encore dans... C'est ça, je trouve dans la glorification de ça. Puis, au contraire, de voir, tu sais, des heures et des heures d'entrevues avec Donald Lavoie qui parle, je suis comme, hey, il y a rien de glorieux là-dedans. Il y a rien de glorieux. Je vois pas pantoute. C'est juste... Je trouve que c'est juste la misère humaine, puis des victimes à plein de différents degrés. Des Mais victimes c'est ça. de plein d'affaires. Mais c'est que t'as vu un Puis humain. tout est épouvantable là-dedans. T'as vu un humain. Ouais. Puis le film, il essayait de faire un monstre. Ouais. Mais la vérité, c'est que c'est un humain. Ouais. Puis je pense que quand il a dit ces meurtres-là auxquels il a assisté, ben c'est là qu'on le voit, genre, shit, c'est un humain. C'est une personne qui voulait pas nécessairement ce qui est arrivé, puis qui était coincé là-dedans. Ouais. Puis qui a juste survécu. Ouais. Puis c'est un essai que j'avais lu qui avait dit que la grosse tragédie humaine, c'est que tu choisis pas les sentiments que t'éprouves envers les autres. Tu peux juste les gérer, C'est vrai, mais ça. tu les choisis pas. C'est le chaos des sentiments humains. C'est qu'ils font juste apparaître, puis tu contrôles pas qu'est-ce qu'ils sont. Fait que des fois, oui, tu vas comme éprouver de l'empathie pour quelqu'un comme ça, malgré le fait que ce qu'il a fait, c'est absolument terrible, mais t'es comme... Ouais, mais c'est genre, c'est une personne. Ouais. C'était Puis comme... je vois son humanité. C'était comme la première fois, sérieux, que je voyais des affaires comme ça, je lisais des affaires comme ça, puis je me disais, si c'était moi, j'aurais fait la même affaire que lui. Avec la même main qu'il y a eu, la fatalité de ça m'a honnêtement brisé le cœur. Je pense que c'est ça qui fait mal quand tu vois l'humanité de l'autre. Ouais. Quand tu te vois dans l'autre, c'est ça qui... C'est ça qui vient nous toucher le plus. Ouais. C'est ça. Fait que voilà. C'était le 4e et dernier épisode du Clan du Bois. Le 4e et dernier Mentibi de Catherine pour la journée. Non, parce que je vais aussi avoir un Mentibi pendant que je vais te raconter mon cas bonus, ça je t'avertis déjà. Ah, c'est correct. Il y a des toutous autour de nous si Oui. besoin il y a. On a des emotional support photos d'Éric Bruno. Oui. C'est même pas une joke. C'est même pas une joke, on en a une pour vrai. Alors, ben merci d'avoir été des nôtres et on sait qu'on a eu un moment d'émotion. On espère que vous nous avez suivis là-dedans. Mais vous savez comment qu'on est à ce stade-ci. Alors, ben si vous avez aimé ce que vous avez entendu, vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux. On est sur Facebook @unpeudecrime, sur Instagram @unpeudecrime dans ton café. Si vous aimeriez mettre un peu de crime dans votre quotidien, nous avons une boutique Etsy où vous pouvez vous procurer des articles avec nos beaux visuels. Et si vous aimeriez nous supporter financièrement, nous avons une page Patreon à laquelle vous pouvez vous abonner. Il y a différents tiers qui vous donnent différents avantages, dont l'accès à notre communauté Discord, des rabais sur la boutique Etsy, accès aux épisodes bonus et, bien entendu, un shout-out en ondes que Catherine et moi nous apprêtons à vous faire. Oui, excuse-moi. Il n'y a pas de trouble. J'ai été... il y avait une erreur dans mon script, puis il fallait absolument que j'aille vérifier si c'était Claude Dubois qui avait tué son ancienne blonde, Micheline Sylvestre, ou si c'était fucking Paul Pomerleau, parce que la dernière fois que j'avais écrit dans mon script, j'avais écrit Paul Pomerleau, puis là j'étais comme « Oh non! » C'était Claude Dubois. Ok, fiou, faut pas qu'on C'est recommence. bon, c'est bon, non, hey, j'ai eu un moment de crainte! Oh my god! Alors, parmi nos nouveaux Patreons, merci Geneviève Duplain. Merci Dominique Pilote. Merci Audrey-Anne. Merci Melody Rhodes. Merci Florence Ouellette. Et merci Andrea B. Alors, merci. On espère que vous aimez vos nouveaux avantages et vos nouveaux amis sur le Discord. Alors, pour ceux qui disent « Wow, c'était assez de Mentibi pour moi aujourd'hui. » Je m'excuse, je suis vraiment désolée. Il n'y a pas de problème. On vous dit à la Je prochaine. m'attendais pas tout à brailler, là. C'est correct. On pleure tout le temps ici. Oui, c'est vrai. Puis C'est un safe space de braillage. c'est comme... Ouais.
c'est un safe space de broyage, ou Faut des que ça fois on sorte se des demande fois. pourquoi est-ce qu'on fait ça. Mais écoute, on peut changer de registre. Oui! Et là, je sais pas si tu voulais aller à Saint-Vincent. Ah, je peux full aller à Saint-Vincent. Ok. Je pense que ça me ferait du bien. Donne-moi juste 2 secondes, là, je vais... Pull up Saint-Vincent sur mon téléphone. Pull up Saint-Vincent, baby. Bonjour, Docteur Boutin. Merci d'être revenu dans l'hôpital après que j'ai raconté une première histoire qui gâchait plein de spoilers d'une histoire que j'avais pas déjà racontée. Fait Ça que là, me on fait est en train de plaisir, raconter la deuxième histoire. je suis allée me taper la tête dans un mur pour tout oublier. C'est super parfait. Donc aujourd'hui, je vais te raconter qu'est-ce qui s'est passé au chum de Suzanne Clément. Ouais, qu'est-ce qui est arrivé à cet hostie-là? Il s'appelait François, je pense. Ouais, manger de marde. Manger de marde. Non, il était pas dans manger de marde, juste pour dire. J'avais juste le goût. Fait que quand l'émission de Stat commence, littéralement la On première s'en rappelle, scène de on était Stat, jeunes et fous. on était jeunes et fous à ce moment-là. Et on était en plein milieu de la pandémie. Oui. Genre. Oui. Oui. Puis là, quand l'émission commence, Suzanne Clément revient de son party de fête accompagnée de ses amis. Quand Sur tout à le coup, bord elle de voit l'autoroute à qu'il Boucherville. y a ben des ambulances dans le parking de son complexe à condo. Et que c'est parce qu'il y a quelqu'un qui s'est défenestré! Non, mais il y a quelqu'un qui s'est suicidé un bouton en se pitchant en bas de son balcon! Et que c'était son chum! Et là, Ça va pas bien. elle est convaincue que son chum, il n'aurait pas pu se suicider. Il était très heureux. Il n'était pas pantoute du genre à se suicider. Non. Il a sans doute été tué. Il portait un t-shirt. Quelque chose de Je même. déteste le suicide. Oui, mais l'enquête est vraiment weird et tarabiscotée parce que, ben, les policiers finissent par comme, tu sais, fouiller dans ses affaires au gars pour, tu sais, essayer de voir si c'est un suicide ou non. Et ils découvrent que il était le psychiatre d'une de ses collègues psychiatres qui est la mère de Jacob. Ouais. Dont j'ai oublié le nom. On va l'appeler la mère de Jacob. C'est bon, ça. C'est bon, c'est pas pire, hein? C'est comme... bon, non! Je suis bonne avec les noms! Fait que la mère de Jacob, a.k.a. Betty. Ah ben oui. Non, c'est une joke. Mais Mais donc, go-to. bon, la mère de Jacob parlait avec François, le chum de Suzanne Clément, qui était psychiatre à l'hôpital Saint-Vincent. Puis, il était le psychiatre, donc d'une psychiatre, ce que je trouve qui est weird, mais en même temps, il faut que tu aies des psychiatres pour les psychiatres, parce que pourquoi pas. Et elle lui avait parlé qu'elle avait eu des relations avec un de ses anciens patients à elle, et que c'était une des raisons pour lesquelles il y avait eu des plaintes à l'ordre contre elle, et lui devait comme garder le secret de ça, et l'ancien patient avec qui elle avait eu une aventure était aussi un ancien patient de lui, et là, il avait commencé l'ancien patient, envoyer des remords par la poste à tout le monde, comme des menaces, avant d'aller porter plainte après ça contre... Il me semble que c'est Isabelle Brossard, c'est pas Oui, ça? oui. C'est ça, contre Isabelle Brossard, la mère de Jacob. Puis là, tout le monde pense que c'est un suicide, l'histoire de François, le chum de Suzanne Clément, jusqu'au jour où Suzanne Clément reçoit un rat en poste. Oh non! Quand Stat commence. Fait que là, ça fait genre 1 an que son chum est mort, elle reçoit un rat en poste. Fait que là, elle appelle la police, puis elle est comme « Yo, mais là, c'était pas un suicide, c'était un assassinat. Et il a peut-être été assassiné par son ancien patient qui... » Mais là, la police est comme « Yo, son ancien patient est mort. » Comme, c'est clairement pas lui qui l'a tué il y a 1 an. Il était déjà mort à ce moment-là. C'est certain que c'est pas ça qui est arrivé. Et c'est certain, donc, puisque cette personne est morte, que c'est pas cette personne qui vous a envoyé un rat par la poste, madame, calmez-vous. Fait que là, il continue à faire une enquête. Éventuellement, te rappelles-tu c'est qui a envoyé des rats par la poste? Non, j'ai un blanc. La personne qui avait envoyé des rats par la poste à la mère de Jacob Faubert et à Suzanne Clément, 1 an après le suicide de François, c'était la fille de Patrick Labbé. C'était juste une joke, lol! C'était juste une joke. Ouais. C'était vraiment weird. C'était juste une joke, lol. Can you explain? I- America, explain! America, explain, I don't understand. C'était quoi la joke? J'ai vraiment pas compris. Là, éventuellement, ils finissent par fouiller sur, tu sais, tout l'ordinateur de François, son cellulaire et tout ça, et par apprendre que il avait une aventure avec la mère de Jacob Faubert. Non! Avec la mère de Jacob Faubert. Wow! Non! Non! Mais en même temps, on sait qu'il y avait un mariage ouvert parce que Suzanne Clément se tapait Steve Gagnon, le chef urgentologue de l'hôpital universitaire.
Fait que j'ai pas trop compris ce qui se passe, mais quand le fils de Suzanne Clément apprend que son père avait une aventure, il spiral out of control mentalement, mais on dirait que ça y en prend pas beaucoup à ce personnage-là pour spiral out of control, c'est comme une affaire qui arrive fréquemment Ouais, il y a dans beaucoup son de character Mentibi. arc. Un peu comme moi. Oui. Bon. Fait que- non, mais c'est ça, il y a un Mentibi, son fils, et là, Suzanne Clément, elle se dit, ok, ben d'abord, c'est la mère de Jacob qui a essayé qui a tué François. Elle s'est débarrassée de lui, ou quelque chose. Parce qu'elle pouvait pas avoir de poon. Exactement. Et là, éventuellement, il découvre qu'il y a une petite auto non identifiée qui a été spotée dans le stationnement du complexe de condo, Oh, à non. peu près en même temps que François serait tombé en bas de son balcon. Une petite Fiat. Et là, ça peut pas être la mère de Jacob qui l'a tué, parce que la mère de Jacob, elle a pas une petite Fiat. Elle conduit un Range Rover. Non. Mais là, éventuellement, on apprend c'est qui conduit une petite Fiat. C'est Jacob Faubert! Et là, Jacob Faubert finit par admettre à Suzanne Clément, après plusieurs saisons de stats, que c'est pas lui qui a tué François, mais il était là quand François est mort, puis c'est juste parce qu'il était allé là pour lui demander d'effacer des messages compromettants que sa mère y avait envoyés, parce qu'il voulait sauver la réputation de sa mère. Puis là, il y aurait eu un escarmouche pour avoir un téléphone, et François serait tombé en bas de son balcon. Et est-ce que Jacob l'avait poussé, ou est-ce que l'autre était juste tombé, ou est-ce que comme il tirait bien fort sur quelque chose, puis Jacob a lâché, puis fait que l'autre est tombé à cause de ça? C'est probablement ce qui est arrivé, oui, c'est ça. Fait que là, Suzanne Clément, elle a Je un m'excuse pour ton mari mort. gros nervous breakdown. Ben là, avec raison. Parce que c'est son collègue, qui était son collègue depuis genre 2 ans, ou je sais Oui. pas quoi, qui avait tué son ancien chum, et qui avait pris cette job à l'hôpital parce qu'il savait qu'il avait tué son ancien chum, puis qu'il voulait se rapprocher d'elle pour être sûr qu'elle démasque pas. Il a utilisé la tactique de jambes cachées. C'était le Drette dans ta long face. game, oui. The long con. Fait que, qu'est-ce qui est arrivé au final à François? Au final, il était peut-être pas un très bon psychiatre, parce qu'il avait fini par avoir une aventure avec sa patiente collègue psychiatre. Et finalement, il Comment on serait couche avec tout le peut-être mort accidentellement. Oups. Mais moi, je pense qu'à ce stade-là, Marie-André Labbé, elle voulait pas que ce soit Jacob qui l'avait full-on poussé en bas du balcon comme un craqué mental, parce que tout le monde aime beaucoup le personnage de Jacob. Ouais. Ouais. Ça aurait comme fait un fret. Ça aurait comme... Ben, ça a fait un fret, mais comme au final, ils ont décidé finalement qu'ils étaient amis pour toujours, lui puis Oh. Suzanne Clément dans l'émission. Ils se sont donné des petits Et t'es bracelets. comme, je vais toujours savoir ça sur toi, mais genre, on peut continuer à cohabiter. Ils se sont Et donné des coexister bracelets dans l'hôpital. comme dans un show de Taylor Swift. Oui. C'est C'est beau, ça. l'amitié. Ils se sont donné des bracelets comme la fille, là, que tu me contais... avec qui tu travaillais, puis qui Ouais. a mis son bras dans une friteuse pour ramasser son petit bracelet avec des charms dessus. Ouais. Je m'en rappelais, j'en avais un de ça. Moi aussi. J'aurais jamais mis mon bras dans une friteuse Moi pour non ça. plus. Puis si le bracelet est tombé de ton bras dans la friteuse, c'est parce qu'il y avait trop de maillons dessus. Ouais. Fait que tu l'avais juste mal ajusté, c'est de ta faute. Ouf! Fait que c'est ça qui est arrivé finalement au chum de Suzanne Clément. Il s'était pas fait tuer par quelqu'un, c'était pas un suicide, c'était juste un accident, which is l'explication la plus décevante. Oh well. C'est ça. T'es plate. C'est plate, mais c'est ça. Puis la prochaine fois, je vais pouvoir vous raconter la magnifique mésaventure du père de Jacob Faubert et c'est son voyage de bateau au Vietnam. Stay tuned. Stay tuned! Bon ben, merci d'avoir été des nôtres. Oui. Puis, on s'en va chercher le père à Jacob au Vietnam. Yes! Stat!
Consider this your sign to skip the what's for dinner debate tonight. Outback Steakhouse has a 3-course meal starting at just $14.99. Start with soup or salad, then take your pick of down-under entrees, like our juicy towering burger or flame-grilled shrimp. And for dessert, New York-style cheesecake, plus $8 cocktails all day, every day. 3 courses, starting at $14.99. Tell the group chat you'll see them at Outback. Price and participation may vary. AI is transforming customer service. It's real and it works. And with Finn, we've built the #1 AI agent for customer service. We're seeing lots of cases where it's solving up to 90% of real queries for real businesses. This includes the real-world complex stuff like issuing a refund or cancelling an order. And we also see it when Finn goes up against competitors. It's top of all the performance benchmarks, top of the G2 leaderboard, and if you're not happy, we'll refund you up to $1 million, which I think says it all. Check it out for yourself at Finn.ai.